Bonjour à tous. Une petite introduction. Dans le numéro précédent, on n'en avait pas fait. Je crois que je n'en avais pas fait. Pour le numéro 73. Alors, quelques petites informations pratiques. D'abord, la vidéo est assez longue, mais j'y suis pas mal intervenu. Et en particulier, il y a le début qui est consacré à la décision de la Cour internationale de justice. Ça, c'est bien ma partie. J'ai fait un premier commentaire vidéo de cette décision. J'ai fait également un commentaire sur X. Je vous invite à vous abonner à mon compte X. D'ailleurs, je voudrais que vous abonniez à d'autres choses. À la chaîne YouTube, c'est évident. Donc, sur d'autres sujets, je suis plus intervenu peut-être que d'habitude, et donc cela explique que la vidéo soit un peu plus longue, mais de toute façon, je crois qu'il faut la voir par séquence. Alors j'essaye de séquencer avec le système YouTube, mais il faudra peut-être l'affiner. Alors, petite information pratique toujours, ceux qui souhaitent avoir le PDF réalisé par notre ami Hervé Carès, inscrivez-vous, je le répète, j'oublie parfois de le rappeler, donc faites-le, n'hésitez pas, je pense que ça peut être assez pratique, après pour y revenir, parce que je suppose que la vidéo, elle va faire autour d'1h50, globalement, et tout le monde n'a pas 1h50 à consacrer à ce que nous racontons, même si c'est sûrement très intéressant. Donc il faut revenir, il faut partager ça et prendre son temps. Et avoir le support à portée de la main, c'est pas si mal. Donc voilà pour ce qui concerne la chaîne YouTube. Vous avez pu constater qu'il y avait eu quelques entretiens, mais il y en a d'autres qui sont en préparation. Cela n'est pas si facile que ça à organiser. Je dois dire que ça me prend beaucoup de temps, mais tant mieux. Hein. Je suis investi dans ce projet, dans ce travail de réinformation que je vais vous en dire un petit mot, que je vais faire évoluer. Donc, la suite, il y aura des émissions qui seront spécifiques, il y aura ces petites cartouches, mais il faut que je trouve le temps de les écrire, les séquences, il y aura des bouquins. J'y tiens, et en ce moment en particulier parce qu'il y a le livre d'Emmanuel Todd dont on parle pas mal dans la vidéo. Oui, je fais cette introduction après l'enregistrement. On parle pas mal du bouquin de Todd, mais il y a le bouquin de Jacques Beau aussi, et je souhaitais en faire une recension vidéo plutôt qu'une recension écrite, qui est un exercice qui n'est pas si facile que ça. Je l'ai pratiqué, c'est pas si évident. Donc voilà pour ce qui concerne les bouquins. Il y aura également des revues de presse qui seront des émissions d'information. Je crois que j'en ai déjà parlé, je dois radoter un peu parce que bon, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Comme me disait mon épouse, je suis avocat honoraire, ça veut dire que j'ai pris des distances avec le métier d'avocat. Elle me dit, tu travailles quasiment plus que lorsque tu es avocat. Tu étais avocat. Elle exagère, hein, elle exagère un peu. Bien, donc voilà pour ce qui concerne la chaîne YouTube. Alors, j'ai publié aussi un article sur Vue du droit, sur le blog. Je souhaiterais que vous vous abonniez aussi, ceux qui veulent, ceux qui peuvent, s'abonner au blog Vue du droit parce que l'expression écrite sur les questions juridiques, vues du droit justement, je crois que c'est quelque chose d'assez important. J'essaie de faire un travail pédagogique sur une spécialité qui est la mienne, enfin plutôt à partir d'une spécialité qui est la mienne, et donc je pense que ça peut être utile. L'article, il est relatif à la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré l'essentiel de la loi immigration. C'est pas un jugement sur le contenu de cette loi auquel je ne m'étais pas intéressé. Je trouvais que ça relevait d'une espèce de polémique politicienne où chacun prenait pour ou contre des postures que je ne trouvais pas très intéressantes. En revanche, la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire ce texte qui a été amendé par l'Assemblée nationale, qui a fait son travail de législateur et qui a produit un texte très discuté, très contesté, eh bien, le Conseil constitutionnel, comme par hasard, a censuré tous les articles qui avaient été rajoutés par le travail parlementaire. Et il a validé
le projet de loi déposé par le gouvernement. C'est merveilleux. Ça veut dire que maintenant, le Parlement, c'est plus la peine. Pourquoi un Parlement? On a un Conseil constitutionnel dirigé par Monsieur Fabius, quasiment co-dirigé avec Alain Juppé, qui sont deux grands honnêtes hommes, chacun le sait. Hein. Eh bien, voilà des gens qui décident à la place du législateur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que ce que je pense démontrer dans cet article, c'est que les décisions du Conseil constitutionnel sont d'abord politiques, elles ne sont pas juridiques, peu juridiques en tout cas, et que pour chacune des censures, on pourrait parfaitement considérer que la réponse aurait pu être le contraire, aurait pu être différente. C'est-à-dire que l'arbitrage qu'on demande au Conseil constitutionnel est devenu un arbitraire directement politique, en connivence avec l'Élysée. Alors, Emmanuel Macron a détruit le gouvernement. Le fait qu'il ait choisi Gabriel Attal, déjà, c'est une plaisanterie. Sans parler de la ministre de l'Éducation nationale et du rugby à 7, qui est une calamité ambulante, jusqu'au ministre des Affaires étrangères. En plein conflit mondial, on a mis quelqu'un qui est incapable de s'exprimer correctement en français et qui est un analphabète géostratégique. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est même un peu dramatique. Alors, quand on a quelques amis aux quatre coins du monde, ce qui est mon cas, compte tenu de ce qu'a été ma vie professionnelle antérieure, eh ben, écoutez, je peux vous dire que l'image de la France est risible, malheureusement risible. Voilà. Donc, vu du droit, c'est important, et d'ailleurs la question de la décision de la Cour internationale de justice, eh ben, elle me ramène à cette compétence et à cette analyse, parce que c'est quelque chose d'assez délicat. Alors c'est un premier jet que vous allez voir sur la vidéo 73, mais je pense que je vais aller plus loin. J'ai récupéré l'ordonnance traduite en français, je vais l'étudier un peu mieux, elle fait 26 pages, la requête de l'Afrique du Sud en faisait 84, hein. Donc voilà, vous verrez ça dans ma petite explication initiale au début de la vidéo. Dernier point, c'est comme à la messe, c'est la quête. J'ai besoin du soutien. Je fais ça tout seul, il faut le savoir. Alors, bien évidemment, je fais Hervé Carrès fait un super boulot, mais il a un métier par ailleurs. D'autres gens me donnent des coups de main. Donc, le soutien matériel est vraiment très très précieux. Je fais réaliser à l'extérieur certaines choses. Je fais l'acquisition de matériel informatique. Là, je vais changer de PC. J'ai pris quelque chose de différent, de plus puissant. Pour les vidéos, j'ai aussi fait l'acquisition d'un Mac il y a maintenant quelques semaines. Tout ça nécessite un certain nombre d'investissements matériels. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Et le soutien que vous m'apportez est quelque chose, je le dis, je le répète à chaque fois, quelque chose de précieux au plan matériel, si vous considérez que le travail de réinformation que je fais depuis maintenant bientôt 2 ans est nécessaire, et je dois ajouter que c'est aussi un fort soutien moral. Moi, ça me touche profondément, le fait que on reconnaisse mon boulot et qu'on me soit reconnaissant justement, précisément, de le faire. Et votre soutien qui s'exprime par le soutien matériel est quelque chose qui le raconte, hein, qui me le raconte. Voilà. Bon, terminé pour aujourd'hui. La vidéo 73 est déjà assez longue. Donc, je vous dis à très bientôt, bien sûr, puisque dans la semaine qui vient, je pense que nous aurons d'autres entretiens, peut-être 2, et je vais peut-être faire une revue de presse, c'est-à-dire une revue d'actualité à partir de ce qui se passe en France et qui est assez important. Et aussi ce qui se passe aux États-Unis, parce que les nouvelles qu'on peut avoir, à condition d'y aller, d'aller tous les jours, non pas d'aller physiquement aux États-Unis, mais d'aller voir sur Internet, l'affrontement entre le Texas et l'administration Biden est assez impressionnant. Assez impressionnant, j'en parle un peu dans la vidéo. Je pense que ça va s'apaiser parce qu'on est en période électorale chez eux, mais la situation est très, très préoccupante pour les Américains, et je pense que la prévision, c'est peut-être pas une prévision,
d'Emmanuel Todd qui dit que bon, l'Occident est défait, mais qui dit que les États-Unis sont aujourd'hui dans une situation qui pourrait amener à une forme de dislocation. Bah, il a l'expérience précédente avec la chute de l'Union soviétique. Il a ressorti sa boule de cristal, hein, et quand il fait des prévisions, même si on peut ne pas être d'accord, même si on peut les discuter, et c'est mon cas, vous le verrez, pas dans la vidéo là, mais plus tard, lorsque je ferai une émission consacrée à ça, peut-être avec lui, mais bon, c'est un peu compliqué. J'ai pas mal de désaccords sur méthodologique avec ce qu'il dit, mais en ce qui concerne le diagnostic, je pense qu'il a raison. Voilà, j'ai fini. J'ai toujours du mal à m'arrêter, comme me dit Hervé. Donc, à très très bientôt, puis bonne vidéo. Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour Hervé. Nous voilà de nouveau sur le pont pour la vidéo numéro 73. Il faut que tu m'actives le partage. Ah, j'ai oublié d'activer le partage. Je vais avoir des ennuis. C'est alors option de partage d'écran, plusieurs participants. Voilà, voilà. Donc, vidéo 73. Et je passe la parole à Hervé qui va nous déployer son PDF, ses vignettes, pour que nous puissions discuter de l'actualité du conflit mondial. Donc, bonjour à tous. Comme à l'accoutumée, 3 volets. Un volet sur le conflit en Palestine, un volet sur le conflit en Ukraine, et on terminera par notre volet sur la désinformation, mais également l'information que l'on peut trouver dans les médias et les réseaux sociaux. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tu vois là, c'est bon? Ça y est, c'est bon, c'est plein Ok, écran. très bien. Donc, première partie, le conflit en Palestine, et je vais te laisser la parole, Régis, sur le sujet de la délibération de la Cour internationale de justice. Alors, je vais peut-être faire un peu plus tard, quand j'aurai pris connaissance de la totalité de la décision, qui fait 26 pages. Je l'ai récupérée en format PDF, mais en anglais, hein, et je ne suis pas anglophone. Donc, c'est assez complexe et je pense que ça mérite des explications relativement approfondies. Alors, je vais rappeler quand même de quoi il s'agissait. La Cour internationale de justice n'est pas la CPI, Cour pénale internationale. Ça n'est pas du tout la même chose. Il y a eu beaucoup de confusion dans la presse à ce sujet, et sur les réseaux aussi d'ailleurs. Alors, la CIJ, c'est l'organe juridictionnel de l'ONU. Ça, c'est la première donnée. Donc, c'est un organe juridictionnel qui ne statue pas au plan pénal, c'est-à-dire qu'il ne se saisit pas ou il n'est pas saisi de faits pour les qualifier comme des infractions pénales et il ne prononce pas des jugements de condamnation avec des peines et des obligations. C'est une juridiction dont on peut considérer qu'elle a un caractère civil. Et vous verrez que ça a son importance dans la façon dont ça s'est passé. Alors, c'est une requête de l'Afrique du Sud qui dit, voilà, nous, on a un conflit, on a un contentieux avec Israël parce qu'Israël viole la Convention de 1948 sur le génocide. On considère que le génocide est en cours, qu'il y a des éléments qui l'établissent, et par conséquent, avant même que la CIJ prenne une décision de fond sur ce génocide et ses conséquences, nous lui demandons une mesure d'urgence. Alors, si on doit comparer à ce qui se passe, par exemple, et un certain nombre d'entre vous ont peut-être cette expérience de la justice, c'est ce qu'on appelle un peu une procédure de référé. Le référé, c'est-à-dire que dans le cadre d'une procédure, avant même que le juge se prononce sur le fond, tranche le litige, eh bien, il peut prendre des mesures d'urgence. Mais il ne peut prendre des mesures d'urgence qu'en se fondant sur l'évidence à ce stade de la procédure. Bien. Donc, le juge des référés et le juge de l'évidence. Par conséquent, la CIJ à qui on demandait une décision d'urgence avec des mesures ne pouvait le faire que sur la base d'une évidence, c'est-à-dire qu'il y avait un génocide à Gaza. Bien. Donc, le débat a eu lieu sur cette question. Je dois dire que pour ce qui me concerne, j'étais très convaincu
par le remarquable travail fait par l'Afrique du Sud. Je craignais un peu au départ qu'on ait comment dire, un peu de gesticulation. Pas du tout. C'était très documenté, très argumenté. Alors, il y avait deux éléments forts qui se combinaient. Il y avait un, ce qui se passait, les actes accomplis, qui relevaient de la qualification de génocide, et il y avait les intentions gouvernementale israélienne. C'est la combinaison des deux, et il faut qu'il y ait cette intention pour qu'on puisse considérer qu'il y a un génocide, qu'on est en présence d'un génocide. Alors, la Cour internationale de justice, d'abord, il ne faut pas l'oublier, je crois que c'est assez intéressant, elle est composée de 15 magistrats qui sont inamovibles. Elle est présidée par une Américaine et elle a décidé, dans la mesure où il s'agissait d'un contentieux entre guillemets civil, hein, le terme peut paraître bizarre, mais dans nos catégories de la pratique judiciaire, c'est ce qu'il faut dire. Donc, la Cour de justice a considéré qu'il fallait incorporer à la juridiction deux représentants du pays demandeur Afrique du Sud, du pays défendeur Israël. Ce qui est assez curieux, puisque normalement ils doivent être impartiaux, mais non, ils ont considéré que, compte tenu du caractère civil de la procédure et du fait que la Cour devait statuer en équité, il fallait que dans le délibéré, les deux pays soient représentés par un magistrat. Ce qui fait qu'il y a eu une décision sur laquelle je vais donner quelques explications. Il y a eu une décision qui a été prise à la majorité de 15 voix contre 2. C'est en fait quasiment une unanimité. Et ça a son importance. Le représentant, le magistrat sud-africain a approuvé cette décision. Il y a une magistrate ougandaise, sur la base manifestement d'arguments un peu curieux et sous les pressions occidentales, qui s'est opposée à cette décision, et bien évidemment le représentant d'Israël. C'est donc une décision quasiment à l'unanimité. Hein. On a les explications, on commence à les avoir, les explications de vote des uns et des autres. Alors, qu'a décidé cette CIJ? Elle a décidé que, compte tenu du fait qu'il existait un risque de génocide, il fallait prendre des mesures. Alors, elle n'a pas ordonné un cessez-le-feu général parce que le Hamas n'est pas justiciable de la CIJ. Le Hamas est une organisation, certains disent terroriste, d'autres de résistance, moi je pense qu'elle est les deux, hein, et donc n'est pas justiciable. Il n'a pas signé des conventions, la convention de 48. En revanche, Afrique du Sud l'a signé et Israël l'a signé également. Bien, donc la Cour dit il existe un risque de génocide, on le constate au travers de ce qui se passe là-bas, au travers de ce que racontent les gouvernants israéliens. Bon, il suffit de revoir toutes les déclarations, etc. Je pense à quelqu'un qui au départ était présenté comme un modéré, c'est Herzog, le président, qui passe son temps à dire qu'il n'y a pas de civils innocents là-bas, et il va sur le terrain signer, porter son paraphe sur les bombes qui vont être lancées sur les maisons palestiniennes qui contiennent des femmes et des enfants. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. Donc, la Cour dit il existe un risque de génocide. Et par conséquent, on demande à Israël de prendre toutes les mesures pour éviter qu'il ne survienne. Ce qui est assez astucieux, c'est-à-dire que en dehors du cessez-le-feu de ce qui est actuellement en cours, on ne voit pas ce que peut faire d'autre pour éviter ce génocide dont on dit qu'il est peut-être en train de se produire. On ne voit pas ce que peut faire autre chose qu'Israël que de lui-même passer au cessez-le-feu. Alors, bien évidemment, Netanyahou a répondu qu'il n'en était pas question, que cette cour était parfaitement antisémite et tout, mais c'est même plus intéressant de relever ce genre de rodomontade. Elles sont assez indignes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, par la voix de Josep, je crois, Borrell, il est catalan, a dit Israël doit prendre immédiatement les mesures ordonnée par la CIJ. Donc, il y a effectivement une injonction. Alors, ce n'est pas une injonction disant il y a un génocide en cours,
Donc, arrêtez tout de suite, mais il est possible, il y a un risque de génocide, donc vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire à Gaza. Bien, alors, on va me dire, et je le vois bien sur les réseaux, des gens qui disent oui, mais quelle portée, mais finalement on finance. Non, 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 c'est une décision très importante. D'abord, il y a cette majorité écrasante de la juridiction qui dit voilà, ce qui se passe à Gaza est inacceptable. C'est pas nécessairement encore, on n'a pas les moyens de considérer que les conditions du génocide sont réunies, mais il est tout à fait possible d'abord que ce soit déjà un génocide et ou qu'il y ait un risque de génocide. Donc, on vous demande d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Alors, bon, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Sur le plan diplomatique, c'est assez important. D'abord, j'ai pu constater en me promenant sur Internet et sur les réseaux internationaux que le monde entier attendait cette décision. Et je crois que ça va avoir un effet politique, géostratégique extrêmement important. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Les États-Unis qui soutiennent et qui sont les seuls à soutenir euh, concrètement, hein, au point que dans la campagne électorale, on accuse Biden d'être génocidaire, les États-Unis sont quand même un peu isolés par rapport à tout ça. Quant au Sud global, il est scandalisé par ce qui est en train de se passer. Les vassaux, les pays de l'Occident combiné sont assez divisés, sont très gênés, parce que là, dans le cadre des relations internationales, dans le cadre du droit international, ils ont des responsabilités à prendre. Alors, ils ne vont pas envoyer une armée ou ils ne vont pas bombarder Tel Aviv, ce n'est pas ça l'enjeu, mais ils doivent faire pression. Certains peuvent tout à fait prendre des sanctions et en tout cas, il est tout à fait possible que certains pays saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il se prononce, pour qu'il prenne des délibérations imposant un certain nombre de choses à Israël. Alors, le cessez-le-feu général, qui est une revendication dans ce conflit de la part des gens qui condamnent ce que fait Israël à Gaza, n'a pas été ordonné, et quand bien même l'aurait-il été, d'ailleurs, de toute façon, comme je viens de le dire, il n'y avait pas de force obligatoire. Cette décision est opposable à Israël, elle est opposable à tous les pays du monde qui sont membres de l'ONU, hein, mais pour autant, elle n'a pas de force, elle n'a pas de gendarmes qui peuvent la faire exécuter. Mais c'est une étape extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on sort de cette espèce de situation qui a maintenant 4 mois tout à fait épouvantable, tout à fait horrible, et je pense en particulier, parce qu'il y a l'aspect massacre, mais il y a également l'aspect, et c'est ça probablement dans la décision qui est le plus intéressant, ce sont les actes qui consistent à couper l'électricité, à couper l'eau, à empêcher l'entrée des camions humanitaires. Et là, l'ordre a été donné d'arrêter ça complètement. Hein. Donc, je crois que c'est une étape tout à fait importante et intéressante. Et en tout cas, c'est quasiment une première, quoi, de voir, dans un monde globalisé où l'information va très vite, de voir qu'une juridiction internationale où tous les pays de l'ONU sont représentés, qui est composée de façon, elle aussi, enfin, les 15 magistrats, c'est international, et je répète que la présidente est américaine, or elle a voté cette décision, elle a voté cette ordonnance. Je pense que c'est un événement tout à fait important et qui va peut-être permettre d'emprunter un chemin, mais qui de toute façon sera long, sera difficile, sera très coûteux toujours pour les pauvres Palestiniens, mais qui permettra peut-être de commencer à sortir du cauchemar que connaît cette région depuis 4 mois. Très bien, je te remercie pour cet éclairage. Donc maintenant, si on s'intéresse à l'actualité géopolitique qui est liée à ce conflit, notamment aux attaques des Houthis en mer Rouge, eh bien, comme on l'avait souligné lors d'une précédente vidéo, une des hypothèses, c'est que les frappes anglo-américaines sur le territoire yéménite, la zone qui est occupée par les Houthis, les Houthis, pardon, n'allaient pas les empêcher de continuer leurs actions.
Eh bien, c'est le cas, puisqu'il y a un pétrolier anglais, britannique, qui a été attaqué cette semaine et qui brûle, qui a brûlé en fait. Et puis, toujours l'USS Carney qui également a subi des attaques. Donc, des outils qui restent toujours aussi opérants sur la zone du détroit de Bab el-Mandeb, mais également au large des côtes, hein, notamment dans le golfe d'Aden, et qui utilisent des moyens qui sont plutôt sophistiqués et qui pourraient à terme peut-être avoir des velléités de menacer des forces aéronavales, et notamment le groupe aéronaval américain qui se trouve au large des côtes yéménites. Donc des moyens sophistiqués qui sont soit des missiles de type balistique, qui sont des missiles SA-2 qui ont été modifiés pour pouvoir frapper des navires, donc des missiles qui sont difficiles à intercepter, des drones de type de ceux qui sont utilisés par les Russes en Ukraine d'origine iranienne, mais également des missiles anti-navires. Donc une combinaison de moyens qui sont souvent utilisés d'ailleurs pour saturer les défenses anti-aériennes des navires militaires lorsqu'ils attaquent des navires militaires. Donc une escalade qui pourrait être effective avec un navire militaire occidental et notamment américain qui serait éventuellement endommagé par une de ces attaques. Alors, Je rappelle que excuse-moi, je voulais faire deux petites observations là. Je dirais même trois. La première, c'est que les Houthis, c'est une force qui est dans un pays divisé avec un gouvernement soutenu par l'Iran, avec une autre partie qui a un gouvernement reconnu par les Occidentaux. Enfin, c'est une situation assez particulière et il y a eu une guerre qui les a opposés à l'Arabie saoudite, et cette guerre n'est pas achevée parce qu'il y avait une dimension de guerre civile très forte, donc c'est assez particulier comme endroit, et on a probablement un peu de mal à appréhender la réalité de ce pays. La deuxième observation, c'est que l'ordonnance de la CIJ, les outils, alors je ne dis pas que ce serait nécessairement opératoire, mais les outils peuvent dire, écoutez, voilà, il y a eu cette ordonnance, nous, on empêche l'approvisionnement de ceux qui peuvent provoquer ou qui provoquent ce génocide et qui sont les facteurs de risque de ce génocide condamnés par la CIJ, et par conséquent, ce que nous faisons est légitime. C'est déjà commencé d'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais état. Je trouve que c'est assez intéressant. Et puis le dernier point, c'est que il y a eu une intervention des États-Unis auprès de la Chine. Je crois que c'est dans le Financial Times qu'ils en ont parlé, pour dire à la Chine, aidez-nous à mettre fin à ce qui se passe dans le détroit de la mer Rouge. Ils ont naturellement été poliment, toujours poliment et conduits par les Chinois. Les Chinois auraient pu leur dire, est-ce que c'est avant ou après votre entrée en guerre contre nous? Parce que les États-Unis passent leur temps à dire qu'ils vont faire la guerre à la Chine. Il y avait même un membre important de l'état-major qui avait dit en 2025, on aura attaqué la Chine. Bon, toujours est-il que cette démarche, naturellement, n'a pas abouti parce que les outils ne s'attaquent qu'aux éléments provenant ou soutenus par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il y a, je crois, deux bateaux qui ont fait demi-tour, deux bateaux de Maersk qui ont fait demi-tour, grand affréteur de boîtes, là, de containers, qui ont fait demi-tour et qui étaient destinés à Israël. C'est-à-dire que les Houthis ont dit on n'attaquera que ce qui est destiné à Israël ou ce qui est fait partie des dispositifs ouais, anglo-saxons. Et ouais, donc, les Chinois peuvent passer, les Russes peuvent passer. Donc, c'est une situation qui est ouais, compliquée. Enfin, moi, je le sens comme ça, qui est très ouais. compliquée à gérer. Bon, dans les faits, c'est ce qu'ils ont annoncé, mais dans la réalité, bon, je ne sais pas si c'est volontaire ou c'est des dommages collatéraux. Ils ont quand même frappé des navires qui n'avaient rien à voir avec leur déclaration initiale, et notamment un navire russe qui a été attaqué cette semaine. Donc non, je pense que évidemment il y a cette volonté, mais bon après euh, la réalité de leurs attaques font que
En fait, l'ensemble du trafic en mer Rouge est mis en danger, ce qui fait que la plupart des compagnies de transport, que ce soit les rouliers ou les compagnies qui transportent des containers, font le tour par le cap de Bonne-Espérance. Donc ça rajoute environ 10 jours de délai par rapport au trajet habituel, passant par le canal de Suez. Et donc ça rajoute bien sûr des coûts, des importations, et donc ça participe à l'inflation dans les pays européens. Ça participe également à l'appauvrissement de l'Égypte, dont le deuxième poste de financement, ce sont les bénéfices qui sont liés au passage des bateaux par le canal de Suez. Donc ça met en difficulté également l'Égypte. Et d'ailleurs, il est curieux de voir que l'Égypte ne s'est pas trop impliquée dans la résolution de ce conflit, peut-être parce qu'il y a cette promiscuité avec le conflit de Gaza et puis des Houthis qui sont les seuls pour l'instant à, on va dire, oui, à appuyer opérationnellement les forces palestiniennes qui se battent contre Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Donc, je pense que c'est un sujet d'escalade qui est à suivre. Ce qu'on peut noter, c'est que la France a été prudente sur cette zone-là, et on peut quand même relever que ce positionnement est plutôt salutaire, visant à éviter une escalade qui pourrait être préjudiciable de manière encore plus prononcée d'ailleurs sur le trafic, et fermer complètement l'accès à la mer Rouge. Donc c'est à suivre pour voir quels pourront être les développements. Puisqu'on parle de la France, n'oublions pas que la France a été quand même la seule nation européenne à être présente sur le plan opérationnel au large de la bande de Gaza, avec l'engagement de ces deux porte-hélicoptères de type Tonnerre. Donc le porte-hélicoptère qui était engagé, le Dixmude, qui était engagé et hacké en Égypte de manière à assurer un soutien sanitaire aux populations gazaouis, a quand même réussi pendant tout son engagement à traiter et à soigner un certain nombre de personnes, notamment 120 blessés lourds et 1 millier de personnes qui ont reçu un traitement. Alors évidemment, on va se dire c'est une goutte d'eau, mais au moins la France a été présente sur le plan humanitaire dans ce conflit. Le navire va se désengager tout simplement parce que derrière cette action, il y a une notion également de logistique, hein, puisque celui qui était acquis en Égypte avait été armé justement pour servir de bateau hôpital. Donc je pense que là-dessus, la France a eu un positionnement qui était plutôt adroit dans un conflit qui est compliqué sur le plan opérationnel. Je dis bien de la France. Alors maintenant, on en revient à ce que l'on dit depuis de nombreuses vidéos sur cette chaîne, c'est que ceux qui ont les clés de l'arrêt des hostilités ou de la modération des hostilités de la part de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, ce sont les États-Unis. Et on voit qu'entre les discours des États-Unis qui semblent être poussés à la modération et les actes, il y a une divergence qui est évidente, puisque lorsqu'on fait le bilan de l'aide et du soutien logistique US aux forces israéliennes, depuis le début du conflit, hein, donc depuis le 7 octobre, c'est 250 avions cargo et plus de 20 navires qui ont livré 10 000 tonnes d'armement. Donc, c'est un apport qui est énorme et qui laisse à penser que si un jour ce pont logistique s'arrête, eh bien, les capacités de Tsahal devraient être de l'ordre de la semaine ou de 2 semaines de combat possible en termes de munitions. Et parallèlement, il y a un nouvel accord d'armement qui a été signé entre les États-Unis et Israël pour la fourniture dans les plus brefs délais de 25 F-35, 25 F-15 et 12 Apache. Et bien sûr, de quantités d'armes importantes et de munitions. Donc, il est évident que pour les États-Unis, Israël reste un allié majeur dans la zone moyenne et proche orientale, et que les États-Unis ne lâcheront pas Israël, quelles que soient les velléités extrémistes du gouvernement Netanyahou. J'ai une question, Hervé. Quel intérêt pour les avions parce que bon, ils n'ont pas d'adversaire hein, dans le ciel. Donc ils sont équipés, c'est considérable. Des F-35 en plus.
Quel est l'objectif? Ou est-ce que c'est pour prévenir éventuellement un élargissement du conflit, où là, ils se retrouveraient confrontés à d'autres aviations? Mais le Hamas n'a pas d'avion, quoi. Hein. Donc, Non, non, je... le Hamas n'a pas d'avion. Bon, l'armée de l'air israélienne a été très, très opérante dans les frappes depuis le début du conflit. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué sur la zone de Khan Younes de réaliser des frappes aériennes, même s'ils continuent. Et c'est plutôt l'artillerie de l'armée israélienne qui agit en ce moment sur cette zone-là. Mais c'est tout à fait, en fait, dissuasif au plan régional, vis-à-vis notamment de la Syrie. Bon, la Syrie est quand même régulièrement bombardée par l'aviation israélienne, et bien sûr vis-à-vis de l'Iran. Alors, toujours, on en revient à nos échanges sur cette chaîne. Depuis quasiment le début du conflit, nous avons souligné le fait que derrière l'objectif affiché du gouvernement israélien d'éradiquer le Hamas, il y avait cet objectif non affiché mais probable de poursuivre une politique visant à tout simplement récupérer les territoires palestiniens, c'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie. Et cet objectif se dévoile de plus en plus, bien sûr. Et donc, c'était l'objet des dernières déclarations du Premier ministre israélien. Et il ne s'en cache plus, puisque ce qu'ils sont en train de faire sur Gaza, très probablement, ce sera suffi d'une opération similaire, puisque c'est annoncé tel quel, sur la Cisjordanie. Alors, comme également dit lors de la dernière vidéo, il y a un durcissement des opérations actuellement sur la bande de Gaza, ce que l'on avait également annoncé, puisque cette fluidité de combat qui était le propre des combattants palestiniens, maintenant qui sont acculés entre Khan Younes et puis la frontière égyptienne, eh bien, ils sont contraints à tenir des positions, donc les combats se durcissent. Et l'armée israélienne commence à avoir des pertes conséquentes, mais qui sont également liées à ces pratiques, puisque il y a des pratiques qui consistent à détruire systématiquement certaines infrastructures qui peuvent générer des pertes importantes chez eux, que ce soit ou par des erreurs de manipulation, ou par également la conjonction entre un minage, comme dans le cas où ces 26 soldats israéliens ont été tués, le minage d'un bâtiment, conjointement à une embuscade perpétrée par les forces combattantes palestiniennes. Donc, un drame hein, pour la société israélienne. Ils ont perdu 26 soldats dans l'effondrement d'un immeuble cette semaine. Alors également, des informations intéressantes qui émanent de Georges Malbruno, qui constate de sources israéliennes, de l'armée israélienne, que malgré les opérations, il y a encore des roquettes qui partent du nord de la bande de Gaza. Alors je rappelle que l'armée israélienne a progressé jusqu'à Khan Younes, globalement, aux abords de Khan Younes, et est en train de pénétrer dans Khan Younes. Cela veut dire que, comme on l'avait également dit précédemment, c'est qu'une partie des forces du Hamas et des forces affiliées sont passées en clandestinité de manière à créer de l'insécurité sur les arrières des troupes israéliennes et, lorsque c'est possible, continuer à frapper les villes israéliennes à proximité avec des roquettes. De même, le drame vécu par la population palestinienne qui se trouve acculée à proximité de la frontière égyptienne est devenu criant, avec un problème maintenant qui est majeur, celui du risque de famine auprès de cette population. Donc, est-ce que la communauté internationale va enfin réagir et faire pression en fait sur Israël pour qu'il y ait une zone de sécurité humanitaire qui soit décrétée à proximité de la ville de Rafah ou autour de la ville de Rafah, de manière à ce que les opérations militaires ne se déroulent plus dans cette zone? Si on fait Euh, un point... Oui, vas-y. Excuse-moi Hervé, petite observation très courte. Tu viens de nous présenter deux références, une de Malbruno, une de Dieu le veut, qui sont tous les deux journalistes de terrain au Figaro et qui font un très beau boulot. Hein. Mais lorsqu'on voit
la ligne du Figaro, c'est-à-dire les éditorialistes. Je pense à certains que je connais, je pense à Aziz Lecor, je pense à Eugénie Bastier. Ils sont d'une comment dire, d'une approbation de la ligne de Netanyahou qui est extrêmement choquante. Alors, en général, c'est plutôt le courant catholique d'ailleurs du Figaro, qui n'a pas beaucoup d'état d'âme, hein, par rapport aux valeurs de l'Évangile. Et c'est assez curieux, mais c'est classique avec le Figaro. Le Figaro a son orientation politique, et là, il est soutien de Macron très fort, il est soutien inconditionnel d'Israël au plan éditorial. En revanche, ces journalistes font un très bon boulot, hein, et donc, si on veut avoir des informations sur ce qui se passe, c'est cela qu'il faut lire. Ah, mais d'une manière générale, je trouve que le Figaro est devenu un quotidien de référence en France, hein, sur le plan politique national et international. Il l'a toujours été. Il a toujours été. Il y a toujours eu ce décalage entre une orientation politique un peu caricaturale et le contenu. Moi, je me rappelle, j'ai un exemple qui m'a frappé. À l'époque de Solidarnosc, ils avaient un correspondant à Varsovie qui était remarquable. Les meilleures informations qu'on trouvait, c'était dans le Figaro. Pareil pour Moscou, sur ce qui se passait à Moscou, ce n'étaient pas des militants, c'était des gens qui faisaient leur boulot. Et ils ont cette tradition, hein, des correspondants permanents, ils ont cette tradition des journalistes de terrain, et je crois que il faut qu'ils le gardent, parce que dans la presse française aujourd'hui, qui est en très mauvais état, ce sont probablement les seuls qui ont gardé cette déontologie particulière de la presse. Alors, si on en revient au centre de gravité des belligérants en action sur le conflit palestinien, en Palestine, le conflit en Palestine, on peut remarquer que les situations sont peut-être en train de se rééquilibrer au bénéfice du Hamas, en raison notamment d'une certaine fatigue de la société israélienne vis-à-vis du sujet des otages et cette problématique des otages qui devient de plus en plus prégnante maintenant que les forces israéliennes arrivent à proximité de la frontière égyptienne. Donc une situation qui est plutôt en train de s'équilibrer en faveur du Hamas pour l'instant au regard des derniers événements. Alors, comme on l'a déjà expliqué de nombreuses fois, on est bien face à plusieurs fronts, avec un front qui demeure toujours très très actif sur la bande de Gaza et un front qui semble, on va dire, sous maîtrise en Cisjordanie jusqu'à nouvel ordre, puisque, comme on l'a déjà dit, il est fort probable que lorsque les Israéliens considérant qu'ils ont atteint leur objectif sur la bande de Gaza, ils fassent la même chose avec des procédés comparables sur la Cisjordanie. Les opérations actuellement se concentrent sur la ville de Khan Younis, avec ce phénomène d'imbrication qui devient de plus en plus problématique pour les forces israéliennes, imbrication entre les combattants israéliens euh, et les forces palestiniennes, et bien sûr la population civile qui se trouve contrainte entre Khan Younis et la frontière égyptienne. Donc le risque majeur, bien sûr, vis-à-vis de la population gazaoui sur le plan sanitaire, mais maintenant sur le plan des ressources euh, alimentaires, devient de plus en plus prégnant. Ici, sur cette carte, vous voyez globalement où se concentrent les combats actuellement. Donc les combats se concentrent bien sur Khan Younis, mais avec derrière, à l'arrière des troupes israéliennes, des phénomènes de harcèlement et de combattants palestiniens qui, sous couvert de la clandestinité, arrivent à mener des opérations sur les arrières des forces de Tsahal. Alors si on fait un bilan maintenant de ce conflit sur la bande de Gaza, des opérations sur la bande de Gaza, on serait à plus de 25 000 morts pour la population gazaoui. Le Hamas aurait perdu environ 9 000 combattants ou supposés combattants. Tzal serait à 219 morts et à 556 morts depuis le 7 octobre et 219 morts depuis le 27 octobre. Donc un conflit extrêmement meurtrier pour la partie palestinienne, que ce soit pour les civils, mais également pour les combattants palestiniens, avec un différentiel
de pertes entre les combattants palestiniens et les pertes israéliennes quasiment de 1 pour 10. Alors je parle de pertes, je parle de morts, hein, puisque souvent quand on parle de pertes, on parle également des blessés, des blessés graves, qui s'explique tout simplement par le différentiel de puissance de feu entre les deux protagonistes. Alors, Hervé, moi, les gens qui nous suivent savent qu'on est en désaccord sur ce point. Les 219 morts, c'est ce que raconte Israël. Israël et tous les observateurs sur place disent passent leur temps à verrouiller. C'est un blackout. Ils surveillent les hôpitaux. Il y a interdiction de communiquer. Il y a bien évidemment interdiction aux journalistes de rentrer dans Gaza. Et d'ailleurs, quand ils rentrent, on les cible en tant que journalistes et on les abat. Hein, comme ça, c'est puisqu'on a à peu près 110 journalistes tués jusqu'à présent. Il y en a qui l'ont été en dommages collatéraux, mais il y en a qui l'ont été parce qu'ils étaient journalistes. Bon, moi, j'ai lu un certain nombre de choses. Il faut faire attention. Je pense en particulier à des militaires israéliens en retraite qui n'avancent pas ces chiffres. Alors, ils n'ont pas de chiffres, mais ils disent, voilà, le nombre de blessés, par exemple, qui est important, et sur Haaretz, on trouve, moi j'ai vu passer une information, alors je ne sais pas si elle a été confirmée après, de 6000 blessés. Bon, c'est le ratio 6000 blessés de 119 morts, d'après ce que, moi je ne suis pas spécialiste, hein, mais d'après ce qu'on raconte, ce n'est pas celui-là. Donc, je crois qu'il y a, justement, pour préserver la société israélienne, parce qu'on l'a vu, il y a eu une invasion de la Knesset, il y a, dès que les dirigeants, les ministres se déplacent, ils se font huer, il y a eu des manifestations, donc, et c'est normal d'ailleurs, hein, cette société est divisée d'abord sur la question des otages, il y a l'angoisse, mais il y a aussi une division concernant ce qui est fait à Gaza. Donc, je ne suis pas sûr, alors que je disais ça pour que qu'on comprenne que Israël tient absolument à conserver la communication concernant ses pertes, mais que le chiffre que Israël avance m'apparaît difficilement crédible. Oui, bon, en tous les cas, on peut discuter des chiffres, mais il y a forcément un rapport, comme dans le conflit ukrainien, Ah entre la oui, puissance de feu et les pertes. oui, oui, bien sûr, non, mais on est d'accord là-dessus. C'est pour ça, c'est l'ordre d'idée qu'il faut retenir, c'est ça. Hein, c'est que le rapport des feux, lorsqu'il est très en faveur d'une armée, forcément l'armée ou les combattants adverses ont un rapport inversement proportionnel en termes de pertes. C'est que en général, lorsqu'il y a un rapport des feux de 1 à 10, on va retrouver cette proportionnalité dans les pertes. Quel que soit d'ailleurs le mode d'action, hein, puisque, comme on le voit très bien dans l'article de Sylvain Ferreira sur la bataille de Mossoul, on voit que les forces de la coalition qui sont en attaque sur Mossoul, qui ont un rapport des feux qui est très favorable en leur faveur, de l'ordre de 7 à 1, même s'ils sont en offensive, ils infligent 7 pertes pour une perte chez eux lors d'une offensive. Donc on voit très bien que toutes ces notions de rapport des pertes sont souvent liées, extrêmement liées Bien au sûr. différentiel des feux. Voilà. Donc c'est un ordre d'idée, hein, puisque tous ces chiffres-là peuvent être discutables, mais en tous les cas, ça donne un ordre d'idée. Et je suivrai également tu as souligné un point important, c'est les pertes en journalistes qui sont très très importantes en fait pour un conflit d'à peine 4 mois là, et sur une petite zone. Donc maintenant, abordons le conflit en Ukraine. Alors, il y a des articles intéressants qui ressortent en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur X, qui rappellent qu'en avril 2022, les belligérants directs, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, étaient arrivés quasiment à un accord et dans des conditions qui avaient été acceptées par la Russie. Et que ce sont les Occidentaux, et notamment Boris Johnson, qui ont tout mis en œuvre pour que cet accord ne soit pas signé par les deux belligérants. Alors, un compte que je conseille également de suivre sur X, c'est le compte d'Anaké Group. Hein, c'est un ex-officier des troupes de marine français, maintenant qui a d'autres activités, et qui suit de manière très très intéressante tout ce qui touche ce conflit en Ukraine. Et qui a noté dernièrement qu'il y avait toujours cette dissension entre la Pologne et l'Ukraine à propos de cette frappe de S-300 qui a eu lieu le 15 novembre 2022 et qui avait tué deux agriculteurs polonais. Alors cette frappe qui avait été niée au départ par l'Ukraine et qui avait été justement, qui avait dit que c'était une frappe russe, hein,
in fine, comme dirait Elisabeth Martichoux, de toute façon, les Ukrainiens disent toujours la vérité et les Russes mentent toujours, On va y revenir à notre cher on va y Martichoux. revenir, en oubliant que ce sont deux protagonistes qui sont en guerre, donc les deux mentent, hein, peut-être pas systématiquement, mais ils mentent quand ça les arrange, et ils disent la vérité quand ça les arrange. Donc, rappelons que cette tension entre l'Ukraine et la Pologne n'est pas en train de s'apaiser. Alors maintenant, quelles sont les autres évolutions géopolitiques que l'on peut noter? Eh bien, en ce moment, il y a une forme d'ingénierie sociale qui s'installe au sein des pays, de certains pays de l'OTAN, on va dire même la majorité des pays de l'OTAN, la Grande-Bretagne, euh, l'Allemagne. Alors, pas trop chez nous, même si certains porteurs du discours atlantiste voudraient installer ce narratif. Bien sûr, les pays du Nord, les pays scandinaves, la Suède, la Finlande, d'autres pays, notamment les pays baltes, la Pologne. Quel est ce discours? Le discours, c'est que en fait, ce conflit en Ukraine, ce n'est que le départ d'une volonté de la Russie de reconquérir son ex-espace soviétique. Alors pourquoi ce processus d'ingénierie sociale, qui est comparable d'ailleurs d'une certaine manière à l'ingénierie sociale qui avait été mise en œuvre lors du Covid, hein, pour terroriser les populations, euh, ne, ne tient pas lorsque l'on fait une analyse rationnelle des éléments qui font que la Russie ne pourrait pas ou ne serait pas intéressée par cette option. D'abord, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de la guerre froide, la Russie, ce n'est pas la Russie, mais c'était le pacte de Varsovie, et qu'actuellement, nombre des pays, d'ailleurs tous les pays de l'ex-pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN. Donc c'est la Russie contre en fait une coalition qui s'est renforcée des ex-pays de pacte de Varsovie. Ensuite, n'oublions pas que la Russie, c'est un, c'est un pays vaste, de 11 fuseaux horaires, il y a une erreur sur ma diapositive, qui est énorme et qui est peuplé de 145 millions d'habitants, avec des problématiques d'ailleurs de couvrir avec sa population l'entièreté de son espace territorial. Et c'est un pays qui est comme le dirait Emmanuel Todd, qui est en déclin démographique. Et dans 50 ans, on peut considérer que la Russie n'aura plus que 120 millions d'habitants. Contrairement à l'espace otanien Europe, je dis bien otanien Europe, qui correspond à 450 millions d'habitants. Et si on rajoute les États-Unis et le Canada, on arrive quasiment à 850 millions d'habitants. Donc un différentiel démographique, et ça c'est important on envisage des conflits, qui n'est pas en faveur de la Russie. Ensuite, le rapport de force entre l'OTAN et, je parle sur les forces classiques, puisque si on parle des forces nucléaires, il est beaucoup plus équilibré. Les forces classiques est très en faveur de l'OTAN. N'oublions pas également que l'OTAN et la Russie sont deux puissances nucléaires et que tout combat, toute guerre directe entre ces deux puissances sera potentiellement nucléaire. Que la Russie, en raison des sanctions et même du positionnement de nombre de pays occidentaux de manière hostile, mais de manière très, très outrancière, une hostilité qui va même à l'encontre de la culture russe ou du peuple russe, s'est ouvertement euh, tourné vers son versant asiatique, aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel et stratégique. Donc, elle s'est orientée vers le sud global, vers l'Asie, et notamment via les BRICS. Et bien sûr, dernier argument, c'est que la Russie, en fait, elle a tout intérêt à maintenir une situation qui se nourrit de nombre d'ambiguïtés stratégiques. Le rôle de la Turquie, par exemple, qui est un pion fondamental dans le jeu stratégique russe, économique, la dépendance des États-Unis et des économies européennes aux hydrocarbures, quel qu'il soit, hein, que ce soit le pétrole ou le gaz, aux engrais, à l'uranium enrichi, sachant que sur le plan des engrais et de l'uranium enrichi, euh, la Russie est le leader mondial de la production de ces types de produits. Et bien sûr, sur le plan aérospatial, car alors je ne sais pas quel est le devenir de la Station spatiale internationale, mais sans la Russie, la Station spatiale internationale n'est pas ravitaillée et je dirais même qu'elle va retomber à terme sur le sol terrestre. Donc,
un narratif qui est à la fois inquiétant, mais qui est également révélateur de l'impasse dans lequel se trouvent les Occidentaux vis-à-vis d'un conflit qui ne se déroule pas du tout de la manière dont les néoconservateurs aux États-Unis auraient souhaité qu'il se déroule. Alors, je voudrais Alors, ajouter quelque chose, Hervé, concernant ça. D'abord, je vais citer Emmanuel Todd, qui dit ceux qui pensent que la Russie veut attaquer l'Europe sont dérangés. Hein, donc, il les psychiatrise un peu. Effectivement, tu viens de l'expliquer très clairement. C'est un pays immense qui est bourré de ressources, qui a une économie qui marche pas mal et qui l'a réorientée. Il a plein de choses à faire. La guerre en Ukraine qu'il a fait à l'économie, avec une main dans le dos, hein, avec son corps expéditionnaire au départ de 120 000 hommes, c'était existentiel. C'est parce qu'on allait lui mettre à portée de ces grandes villes et ces deux capitales, parce qu'il y en a deux, Saint-Pétersbourg et Moscou, des menaces que la Russie considérait comme existentielles. Mais pour le reste, il ne faut pas oublier une chose, moi j'ai des souvenirs, c'était quoi l'Europe de l'Est qui était sous la coupe de l'Union soviétique, avec la fameuse théorie brejnevienne de la souveraineté limitée, c'était quoi? C'était un glacis. C'était un glacis mis en place après la Deuxième Guerre mondiale pour se protéger. Mais c'était des boulets pour l'Union soviétique, qui a été contente d'une certaine façon de s'en débarrasser. Alors il y avait toujours cette contradiction, on veut garder notre glacis, non pas pour les exploiter économiquement, ce n'était pas le problème, mais on veut avoir cet espace, parce que l'intervention en 1956 contre la Hongrie, c'est-à-dire 1956, 11 ans après la défaite allemande et la conquête de la Hongrie. Il a fallu la conquérir. Budapest a été une bataille difficile. Le fait qu'il y ait cette révolte, le fait qu'il y ait un nouveau gouvernement dont la première décision a été de dire on se retire du pacte de Varsovie, et bien évidemment, les soviétiques sont intervenus. Hein. C'était pour cette question de protection. Donc aujourd'hui, les choses sont différentes. Je ne vois pas pourquoi la Russie aurait l'intention de venir envahir le Luxembourg. Il faut être sérieux. Même la Pologne. Même la Pologne, c'est un boulet. Quand on voit la façon dont l'Union soviétique s'est disloquée, ils étaient très contents lorsque les Baltes, avant tout le monde, ont déclaré leur indépendance. Il faut voir dans quel état sont ces pays aujourd'hui et de l'autre côté de la frontière, la Russie. Donc, il y a un côté, comment dire, je vais aller dire critiquable, mais c'est pire que ça. Cette façon de faire peur aux gens, j'ai vu un militaire suédois dire oui, oui, il faut se préparer, faites des provisions, etc. Moyennant quoi, dans les 2 jours, les hypermarchés ont été dévalisés. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Alors, ça montre aussi notre vulnérabilité. Hein, sur le plan psychologique, là, ces mouvements de foule, c'est assez étonnant. Et c'est peut-être aussi le fruit de ces 2 ans de propagande un peu délirante, ce qu'Emmanuel Todd, et il n'est absolument pas le seul, ce qu'Emmanuel Todd pointe, ce délire, comment avons-nous d'abord pu sous-estimer à ce point la Russie et comment avons-nous fait pour nous auto-intoxiquer dans un discours ridicule la concernant? de toute façon, rétrospectivement, je ne pense pas que la Suède et la Finlande, sur le plan de la tranquillité de leur population, aient fait le bon choix en quittant leur statut de pays neutre. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on a des velléités ou quand on imagine il pourrait y avoir un conflit entre la Russie et puis tous les pays de l'OTAN, il faut s'intéresser aux velléités de ces populations de défendre leur pays déjà, et Oula. ensuite peut-être l'Union européenne. Et là, on s'aperçoit que, hormis les Finlandais, hein, qui sont très patriotes, et puis d'autres pays comme la Suède, on est vraiment sur des niveaux d'implication qui sont très très faibles. Donc, on en revient toujours à la même question, c'est que derrière les matériels et les moyens, il faut des hommes et des hommes motivés, en quantité et en qualité. C'est-à-dire donc un nombre conséquent de troupes, hein, et puis correctement formés. Alors, toujours dans le cas de cette guerre industrielle, eh bien, c'est encore une déconvenue pour les Ukrainiens, malgré toutes les annonces et les promesses de Gascon qui avaient été faites par les alliés occidentaux. Ça émane
de l'OTAN directement, c'est que ce qu'on avait prévu en termes de production d'obus de 155 mm, tel que promis à l'Ukraine, eh bien, c'est repoussé à 24 ou 36 mois, donc dans 2 ou 3 ans. Donc j'imagine mal les Ukrainiens pouvoir tenir 2 ou 3 ans en attendant d'avoir les capacités de répondre de manière équitable ou égale à l'artillerie russe, qui par ailleurs est toujours en train de se renforcer et qui se renforce de plus en plus d'ailleurs, notamment avec les munitions qui sont données par la Corée du Nord, de mémoire 1 million d'obus dernièrement. Alors, concernant le positionnement de la France, donc la France a pris la tête de la coalition artillerie, donc ces coalitions sont des systèmes qui ont été mis en place par les alliés occidentaux de l'Ukraine, dont l'OTAN, hein, avec différents types de coalitions capacitaires dans les drones, dans la défense solaire, par exemple, et dans la guerre électronique, et également dans l'artillerie. L'artillerie étant un des points forts technologiques du complexe militaro-industriel français, donc la France est déclarée leader dans la coalition artillerie avec comme co-leader les États-Unis. À titre d'information, nous avions livré 2 lance-roquettes unitaires à l'Ukraine. Nous allons en livrer encore 2 nouveaux, hein, ce qui vient s'ajouter à l'aide globale qui a été annoncée par le président Macron avec les 40 Scalp et une centaine de bombes planantes guidées qui avaient été annoncées il y a un mois. Donc, un positionnement de la France qui est très net, hein, qui va un petit peu à l'encontre de son positionnement historique au sein du complexe géopolitique européen, puisque la France, historiquement, c'était un pays qui avait un jeu toujours très particulier, même au plan international, puisque ça l'avait conduit, par exemple, le général de Gaulle à reconnaître dès 1964 de mémoire la République populaire de Chine. Donc, on voit que de plus en plus, notre gouvernement s'aligne de manière très, très concrète avec les positions de ses alliés otaniens, alors qu'on a toujours cette place très particulière, ne serait-ce que du fait que l'on est une force nucléaire stratégique totalement autonome. J'en reviens à la coalition artillerie. Donc le but, hein, c'est de livrer 78 César à l'Ukraine. Il y en a 6 qui sont déjà achetés par l'Ukraine, euh, 12 qui devraient être financés par la France, et puis le reste, évidemment, serait à financer par nos alliés européens qui produisent des matériels d'artillerie qui sont directement les concurrents à l'international du César, que ce soit les Tchèques, par exemple, ou les Allemands. Donc, imaginez que les Allemands vont financer le complexe militaro-industriel français. J'attends de voir, mais je suis quand même assez sceptique. C'est une question, monsieur Carès. Sur la photo qu'on voit là, c'est un César, donc c'est très sophistiqué, semble-t-il. Et j'avais lu une remarque de quelqu'un, je sais, là-dessus. Est-ce que cette sophistication, c'est-à-dire qu'il y a énormément de pièces, est-ce que c'est pas une façon de vulnérabiliser le canon? C'est-à-dire que il peut y avoir, il y a tellement de choses qui sont en mouvement que ce manque de rusticité fait qu'il peut y avoir des usures, que c'est assez compliqué à entretenir ça. Bon, je ne vais pas répondre concernant le César en particulier, puisque Oui, c'est une oui, ah ben support. non, mais c'était simplement Mais la photo, je crois que d'une ça. manière, on va dire un petit peu générique, tout ce qui est sophistiqué, qui fait appel à des technologies qui sont précises, évidemment, par rapport à la rugosité et puis l'abrasivité d'un terrain ou d'une guerre comme celle que vivent les forces russes et les forces ukrainiennes, évidemment, c'est une source de fragilité s'il n'y a pas derrière la maintenance adéquate pour assurer la disponibilité des matériels. Alors, et encore, le César reste relativement rustique par rapport à d'autres matériels comparables, par exemple des matériels suédois qui font encore appel encore plus à des automatismes, hein. Donc, plus il y a d'automatisme et de sophistication de ce type-là, plus bien sûr ça va demander de la maintenance. Mais le premier des sujets derrière, c'est des Césars, oui, mais il faut qu'il y ait des obus derrière pour que les Césars puissent tirer. Et ça, c'est le vrai enjeu en fait, hein. Parce que si vous donnez 78 Césars et que les obus ne permettent pas d'assurer une capacité de feu
comparables permettant de contrer la capacité de feu russe, évidemment, ça n'a pas grand intérêt. Donc, le nœud du problème demeure en matière d'artillerie, bien sûr, les obus. Donc, le général Guilloton, qui a été un général français qui est en charge de suivre la coalition artillerie, a déterminé en fait des conditions de succès de la coalition d'artillerie. Un, la cession de matériel, c'est-à-dire que continuer la cession de matériel aux forces ukrainiennes, puisque les forces ukrainiennes, quoi qu'on en dise, ont énormément de matériel qui sont détruits par les forces russes. Je parle de matériel d'artillerie, notamment dans le cas du tir de contre-batterie. Donc la cession de matériel, ce sont des armées occidentales qui donnent des matériels. C'est ce qu'on a fait nous avec des Césars, ce qu'on fait d'autres avec d'autres matériels, ce qu'ont fait les États-Unis également et les obusiers 777 et d'autres obusiers d'ailleurs beaucoup plus anciens. Ensuite, l'amélioration de la maintenance. Et on en revient à ta question, puisqu'il y a un vrai sujet en Ukraine avec les matériels occidentaux, que ce soit les matériels d'artillerie ou les autres matériels, c'est celui de la maintenance et celui de la disponibilité. Et plus on multiplie la typologie des matériels différents, eh bien, plus on va accroître ce souci de maintenance, parce que la chaîne logistique, et notamment la chaîne des pièces détachées ou des compétences nécessaires pour assurer la maintenance de ces matériels à proximité du front, va devenir de plus en plus compliqué et c'est une vraie véritable quadrature du cercle pour les forces ukrainiennes. Et enfin, la création d'une industrie ukrainienne de production de pièces et de munitions. Alors là, je pense qu'on est vraiment dans une forme d'utopie. Il faut imaginer que les Russes laissent mettre en place des industries euh, euh, sans qu'ils les frappent. Il faut imaginer derrière les contrats d'assurance qu'il y aurait derrière ces industries. Il faut imaginer également euh, quel industriel serait prêt à investir sur des chaînes de production dont il serait pertinemment qu'elles vont être frappées par des missiles russes. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur une troisième condition qui me paraît très très difficile à réaliser dans les conditions actuelles de ce qui se passe en Ukraine et dans la guerre en Ukraine. Alors, moi, mon analyse, c'est un petit peu la première, la première des conditions, c'est à votre bon cœur. Vous faites des sessions d'artillerie, c'est à votre bon cœur, mais c'est aussi en fonction des capacités de ce que l'on peut donner, puisqu'il y a beaucoup d'armées de l'OTAN, la plupart d'ailleurs, qui sont arrivées quasiment à la limite de ce qu'elles pouvaient donner, quitte à baisser tout simplement leur niveau de capacité opérationnelle. C'est là on voit toute l'incohérence du discours actuel entre la menace hypothétique d'une invention russe dans 5 à 10 ans, dans ce cas-là, il faudrait que nous-mêmes, on se renforce, hein, et puis ces cessions qui commencent à amenuiser les forces des pays occidentaux. Ensuite, la maintenance, ben, c'est la problématique de la formation, de la standardisation des matériels, des pièces détachées et de la sécurisation des ateliers de l'arrière. C'est dans quelle mesure les forces ukrainiennes actuellement sont capables de mettre en place des ateliers qui se retrouvent au niveau du corps d'armée et d'assurer une maintenance de proximité et une réparation de proximité de ces matériels. Et bien sûr, le dernier point, c'est que les Russes vont se faire un plaisir de frapper les installations qui commenceront à être construites, ou alors même pire, ils attendront qu'elles soient terminées d'être construites et qu'elles soient prêtes à commencer une production militaire, que ce soit de munitions ou de matériel, pour les frapper. Et comme le dit très bien le général Guilloton dans sa conclusion, on espère. Voilà, tout est dit, on espère. Donc on est toujours dans ce raisonnement, ce forme de raisonnement magique, hein, et on espère que les Russes on espérait que les Russes allaient détaler en juin lors de la contre-offensive ukrainienne. Maintenant, on espère que toutes ces conditions vont être réalisées, alors que certaines sont quand même très très sujettes à caution, même les trois d'ailleurs. Et bien sûr, on est toujours dans le monde de oui-oui, dans une espèce de monde magique où ce que l'on souhaite devrait se réaliser. Alors maintenant, on va parler du sujet des mercenaires, entre guillemets, des mercenaires, c'est toujours un terme, on va dire des volontaires, puisque bon, mercenaires, ils sont payés au tarif des soldats ukrainiens, hein. Ça n'a rien à voir avec Blackwater à l'époque, hein, donc bon, c'est plutôt des volontaires avec différents types de motivations, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Bon, globalement, il y a des études très très fines qui ont été réalisées justement sur les volontaires français côté ukrainien, sachant qu'on va trouver également des volontaires français de l'autre côté en nombre moindre. Il y a à peu près, on va dire, 200 à 300 volontaires français qui sont en général regroupés dans des unités où il y a une cohérence linguistique, de manière à ce que les conversations en plein combat soient beaucoup plus simples, hein, notamment en situation de stress et de pression.
Que dire? Donc on est en pleine bataille de l'information de guerre de l'information que mène la Russie contre la France. Donc, est-ce qu'il y avait des volontaires français tués dans la frappe de Kharkov? Peut-être que oui, peut-être que non. En fait, peu importe. Sur le plan stratégique, sur le plan des opérations, ces combattants n'ont pas un grand impact. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la guerre de l'information que nous livre maintenant la Russie. Alors pourquoi la Russie nous livre cette guerre de l'information? Mais tout simplement parce que euh, du fait de notre engagement, on est considéré comme un pays hostile, hein, et puis un pays hostile qui, historiquement, en fait, avait une position très, très particulière, en fait, sur le plan géopolitique, et maintenant même des liens et des relations très, très particulières avec la Russie. Donc il y a une forme d'incompréhension un petit peu sur le plan géopolitique de la Russie, également sur le plan, on va dire, historique et culturel, avec ses relations franco-russes qui datent de l'engagement de l'escadrille et du régiment Normandie-Niemen pendant la Deuxième Guerre mondiale, régiment d'ailleurs qui est toujours célébré en Russie, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc il y a une forme d'incompréhension, mais maintenant, il ne faut pas s'étonner. Sur le plan stratégique, on ne peut pas, entre guillemets, être engagé dans des actions de soutien à la guerre que mène l'Ukraine contre la Russie. Alors, bien sûr, l'Ukraine se défend, hein, mais donc on soutient directement l'Ukraine et s'attendre en fait que la Russie ne cherche pas à nous mettre des taquets, comme on dit en rugby ou en football. Donc, d'une certaine manière, eh bien, la Russie va chercher à nous fragiliser sur le champ informationnel et va chercher à nous fragiliser également sur le plan géostratégique, sur des zones où nous-mêmes, on s'est d'abord fragilisé par certaines, on va dire, actions contre-productives, notamment en Afrique. Dernier exemple, cette semaine, le président du Tchad a été reçu au Kremlin et il y a des accords de défense qui vont être signés entre la Russie et, le Tchad. Donc on voit très bien que notre positionnement géostratégique et géopolitique, là, actuellement, nuit plus à nos intérêts qu'elle nous rapporte, en fait, des bénéfices. Et c'est toute la réflexion de départ. C'est à partir du moment où on se positionne, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont les risques et quels sont les bénéfices que l'on peut tirer de ce positionnement géostratégique, puisque n'oublions pas qu'au-delà des valeurs affichées, tout cela n'est qu'une affaire d'intérêt. Alors, je voudrais ajouter une petite précision concernant cette arrivée des Français. Donc, 300, c'est infime, quoi, dans un conflit important. Euh, je souligne une première chose qui est que ça avait commencé depuis 2014. Et de part et d'autre, il y a eu des Français qui se sont engagés. Du côté ukrainien, du côté russe. Un des plus connus, c'est Erwan Castel, qui a été grièvement blessé. Donc, ça existait déjà. La deuxième observation, c'est que concernant ceux qui se sont engagés du côté ukrainien, c'est en général, et ça m'a été expliqué par quelqu'un qui appartenait à cette mouvance d'extrême droite, il y a eu un partage, deux tiers de cette extrême droite carrément néo-nazi pour beaucoup, et de l'autre côté extrême droite aussi, qui sont partis du côté russe. Mais la connotation extrémiste de ceux qui sont partis se battre là-bas, pas tous, hein, mais la connotation extrémiste est particulièrement marquée. Et je rappellerai à ce sujet que le grand ami de Monsieur Julien Rochdy, qui était je ne me rappelle plus son nom, qui a abattu dans le dos un rugbyman euh, argentin qui était venu défendre une femme que lui et sa bande étaient en train d'agresser. Donc, bon, il est parti, il s'est enfui, il est passé en Hongrie et il voulait, c'est un néo-nazi connu, hein, il voulait s'engager du côté des Ukrainiens. Quand il a été arrêté par la police hongroise et extradé en France, il attend son procès d'assises au mois de... Enfin, je n'ai pas la date, hein, le jour où l'instruction sera terminée. Il y a quand même cette caractéristique. Alors, je rejoins ce que dit Hervé. Il y a une guerre de communication. Qu'est-ce qui est recherché? Il en a parlé. Moi, je ne sais pas si c'est quelque chose de très intéressant par rapport à ce dont on parle et qu'on essaye d'aborder ici.
Alors maintenant, lorsqu'on en revient également à cette guerre d'information et de communication, il y a eu dernièrement l'avion Ilyushin qui a été abattu au-dessus de l'aéroport de Belgorod, avec une espèce d'incohérence dans la communication qui a été réalisée au départ par les Ukrainiens, ensuite par les Occidentaux, savoir s'il y avait ou non des prisonniers. De toute manière, on ne saura pas forcément le fin mot de l'affaire, sauf s'il y avait bien sûr une enquête internationale et complètement neutre. Alors, ce qui est par contre peut être remarquable lorsqu'on observe les derniers événements, il y a d'ailleurs eu un très très bon article également de Karine Betchel-Golovko qui a des points de vue qui sont assez intéressants, hein, puisque c'est une universitaire qui se trouve actuellement en Russie. Alors bien sûr, elle est très 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 engagée hein, dans certains domaines, mais on arrive à retrouver également de l'information qui permet d'analyser plus ou moins cette guerre informationnelle, là cette fois entre l'Ukraine et la Russie. C'est que maintenant, si on analyse cela sur le plan, on va dire, entre guillemets, stratégique et de la guerre aérienne ou de la guerre dans la profondeur que livrent les Ukrainiens aux Russes. D'abord, rappelons-nous qu'il y a une semaine, il y a 2 avions russes qui ont été abattus, donc un avion de commandement ou de guerre électronique et un avion de veille aérienne, au-dessus de la mer Noire, avec très probablement une embuscade antiaérienne montée avec des batteries patriotes qui ont été euh, amenées à proximité de la frontière et avec l'utilisation des radars de conduite de tir DS-300 qui ont illuminé les cibles de manière à ce qu'il n'y ait pas une alerte précise de la part des cibles identifiées, hein, mais également de la part de la guerre électronique, de la surveillance russe. Ensuite, maintenant, nous assistons quasiment une semaine après avec en fait 2 avions qui étaient ciblés. Il y en a un qui a réussi à se poser et un qui a été abattu. Ce sont des avions de type Ilyushin 76 qui sont comparables à un des avions qui a été abattu la semaine dernière, même si c'était un avion de veille aérienne avec un radar au-dessus, le faisant ressembler à un AWACS d'ailleurs avec le même objet, la même utilisation. Eh bien, je pense qu'on est confronté maintenant à une stratégie ukrainienne d'embuscade antiaérienne au-dessus du territoire tenu par les Russes. Et 2 bons coups qui ont été joués la semaine dernière avec le K-50 et puis l'avion de guerre électronique commandement qui a été abattu. Et maintenant, cette fois, avec un avion de transport qui pouvait transporter soit des prisonniers, euh, ukrainien, soit peut-être rien du tout, soit du matériel militaire, soit, alors, comme l'ont dit parfois les Ukrainiens, DS-300. En tout cas, je pense qu'il il va y avoir une vraie guerre de l'information sur ce sujet-là. En tous les cas, je pense qu'on est face à une nouvelle, un nouveau mode opératoire des défenses solaires ukrainiennes qui consiste maintenant à réaliser des embuscades antiaériennes au-dessus du territoire tenu par les Russes. C'est une nouvelle donne stratégique sur ce plan-là et qui va être un petit peu problématique pour les forces russes, puisque dans la mesure où les batteries patriotes sont déplacées, ça se fait de manière très très discrète et qu'ensuite l'illumination se fait de manière ponctuelle. L'illumination par le radar de conduite de tir des cibles identifiées. Ensuite, maintenant, cette poursuite des frappes dans la profondeur de la part des Ukrainiens avec différents modes opératoires. Donc, un dépôt pétrolier qui a été frappé à 900 km de la frontière ukrainienne. Donc, il faut bien comprendre également que plus la cible est éloignée et moins la charge militaire va être importante. Et lorsque l'on cible un dépôt pétrolier, même avec une charge de 50 kg, vous arrivez à créer des dommages qui sont importants. Toujours cette stratégie, cette réorientation de la stratégie ukrainienne, puisqu'il y a ce blocage et cette difficulté vécue par les forces ukrainiennes sur le front terrestre, c'est continuer à avoir des capacités de frappe dans la profondeur, mais notamment en mer Noire, sur la péninsule de Crimée et vis-à-vis de la flotte de la mer Noire. Donc les Ukrainiens seraient en train d'acquérir des batteries de missiles terre-mer, mais qui peuvent être également utilisés contre des cibles terrestres d'origine polonaise avec une portée de 185 km. Donc c'est des missiles NSM avec une ogive de 120 kg, donc des missiles qui peuvent être très très opérants contre des cibles terrestres ou des cibles navales.
Concernant les pertes des belligérants, donc j'ai cité une évaluation qui est faite par Marc Legrand de mémoire. Il a écrit également un livre sur les services secrets dernièrement, ou il y a quelques années. Il m'excusera hein, si je ne suis pas très précis dans le descriptif. Donc, je ne connais pas ses sources, mais il a cherché à avoir une évaluation des pertes de chacun des belligérants. Alors, des pertes, je dis bien des tués, hein, des tués et des blessés. Donc, Russie, 30 000 tués, environ 80 000 blessés graves. Donc blessés, pardon, dont 15% de graves. Ukraine en serait à 365 000 tués et 360 000 blessés, dont graves 67%, ce qui peut s'expliquer par les blessures par l'artillerie et les amputations. Côté mercenaires ou volontaires, 5 700 tués. Alors, ce seraient des sources croisées confidentielles. Donc, je ne connais pas ces sources, ce sont des chiffres. Ensuite, concernant le suivi des morts liés au conflit en Ukraine pour les Russes, et donc il y a toujours le site Mediazona qui donne le chiffre de 42 000. Et on voit très très bien, en tous les cas, au-delà de la discussion sur le chiffre, on en revient à la discussion que l'on avait tout à l'heure sur le conflit en Palestine, il faut regarder les tendances, et on voit très bien que les tendances correspondent à des pics d'activité russe sur le front. Et octobre-novembre, c'est la fameuse offensive vers Avdiivka avec cette poussée russe qui est arrêtée par les forces ukrainiennes. Alors, concernant les centres de gravité de chacun des belligérants, on est sur des centres de gravité qui n'ont guère changé en termes de fragilisation, sachant que le centre de gravité vraiment qui est problématique pour les Ukrainiens, c'est bien leurs effectifs mobilisés et mobilisables. Concernant les rapports de force, hein, tout type de force entre la Russie et l'Ukraine, le rapport des forces est en train, bien sûr, d'évoluer de manière très, très défavorable pour les Ukrainiens. Le rapport des feux demeure très, très favorable aux Russes, mais pourrait même devenir dramatique au même titre que le rapport d'effort pour les Ukrainiens si jamais la problématique des munitions ne venait pas à être solutionnée par les alliés occidentaux. Le rapport de la guerre électronique est également très en faveur des Russes. Le rapport sur les mers, donc à partir du moment où la flotte russe a été obligée de s'expatrier, de s'exfiltrer vers le port de Novorossiysk, on peut considérer que les Ukrainiens ont réussi à créer une gêne, au moins dans les 200 kilomètres qui bordent leur côte grâce à leurs missiles et leurs drones, et puis bien sûr leurs drones navals et leurs drones aériens, et bien sûr avec l'aide des capacités de reconnaissance et de guerre électronique des avions de l'OTAN, sans lesquels ces opérations de gêne et de pression sur la flotte de la mer Noire russe ne seraient pas possibles. Et le rapport entre les forces aériennes, bien sûr, est très en faveur des Russes, même si dernièrement, comme je le disais précédemment, ces nouvelles embuscades antiaériennes menées par les Ukrainiens demeure gênante et crée une pression sur les moyens aériens, surtout les gros avions hein, de type avion de transport euh, russes. Alors, toujours intéressant, regardez de manière hebdomadaire le compte-rendu du ministère des Armées en ce qui concerne les opérations de la guerre en Ukraine. Donc, très clairement, il constate une pression généralisée des forces russes sur tout le front. Ce constat-là est corroboré par The Study of War, hein, donc cet institut d'origine armé par des néoconservateurs, hein, puisqu'on avait fait une analyse également il y a quelques temps dessus. On voit que la famille Kagan est très présente de manière euh, directe ou indirecte dans cet institut. En tous les cas, eux également constate la pression généralisée des forces russes sur le front, avec cette velléité de reconquérir le saillant de Robotine, qui est un saillant qui est pratiquement pas tenable par les forces ukrainiennes en l'état et qui risque d'être reconquis de facto. Bien sûr, la fermeture de la pince d'Avdiivka, donc la progression qui a été notable cette semaine des forces russes au sud d'Avdiivka, j'aurai l'occasion d'y revenir. Le reste du front, bien sûr, où il y a cette pression des Russes continue à être remarquée,
Alors, maintenant, si on regarde le front à partir de l'embouchure du Dniepr, et bien sur Krinky, toujours cette opération incompréhensible des forces ukrainiennes qui se maintient. Bon, c'est vraiment un massacre. Sur Energodar, bien qu'il y ait eu quelques échanges de frappes d'artillerie il y a environ un mois, la situation semble calme. Mais tu sais que je surveille cette zone-là de manière. Depuis le début. Ouais, ouais, Mm. ça m'interroge. Je ne comprends pas pourquoi on fait une opération sur Krinky et on ne fait pas une opération sur Energodar. Est-ce qu'il y a des consignes des États-Unis en disant que non, euh, on ne veut pas que vous fassiez une opération sur cette centrale, mais sous la pression, pourquoi les Ukrainiens ne tenteraient pas de le faire? Et c'est ça qui est étonnant, parce que les forces qu'ils ont utilisées sur Krinky seraient tout à fait adaptées à faire une opération sur Energodar, d'autant que bon, le réservoir est quasiment asséché et gelé en ce moment. Alors maintenant sur Aditka, une opération en fait un petit peu hors norme qui a été réalisée par les forces russes puisqu'ils ont réussi à contourner en fait défenses, la ligne de défense ukrainienne et à percer cette ligne de défense ukrainienne en s'infiltrant par des canalisations qui était longue de 2 kilomètres et à surgir en fait dans le dos des forces ukrainiennes qui se sont rendues, hein, puisque c'est une situation quand même qui est assez intenable comme cela. Donc ils ont réussi à percer. Donc bien sûr, toutes ces avancées russes sont à suivre, mais je pense que le calendrier sur Adika va être comparable à celui sur Bakhmut, hein. On va être sur une issue courant avril ou mai avec peut-être un retrait prématuré des forces ukrainiennes pour se rétablir sur une ligne de défense préparée plus à l'ouest. Sur le front d'Artemovsk, eh bien, la pression des Russes continue avec, bien sûr, ce canal Seversky-Donetsk qui est un obstacle majeur pour l'avancée russe, mais qui est également une problématique pour les forces ukrainiennes qui se trouvent à l'est de ce canal, puisque si jamais elles doivent reculer, elles devront le refranchir de manière rétrograde, mais ça pose également un problème pour le ravitaillement de ces forces. Donc les Russes sont confrontés quand même à une résistance importante des forces ukrainiennes même s'ils ont commencé à s'emparer de zones clés de la ville de Krasnao. Il y a deux bastions qui défendent en fait en avant Chassov Yar, c'est Bogdanovka et puis Krasnoé au sud. Et c'est sur Krasnoé où les forces russes ont eu le plus d'avancées. Alors, on en revient toujours à ce que l'on dit, hein, c'est que les combats demeurent durs, hein, donc la volonté de se battre des deux côtés, et malgré les difficultés vécues par l'armée ukrainienne sur le plan des effectifs, sur le plan des munitions, euh, sur le plan des munitions, sur le plan des moyens, même matériels, euh, la résistance de l'armée ukrainienne est encore importante. Hein. On est loin du délitement que les Russes attendent du fait de leur stratégie d'attrition. On n'est pas encore dans ce schéma-là. Alors, je ne reviendrai pas sur les options qui pourraient être celles des Russes dans le cadre d'une grande offensive de printemps-été à l'issue des élections présidentielles. Très probablement un effort au sud avec la volonté de reprendre l'oblast de Kherson et deux axes de diversion vers Kharkiv et vers Kramatorsk. En tout cas, n'oublions pas que les oblasts qui ont été annexés par les Russes, ce sont les territoires qui sont en rouge et qu'à minima, ils vont, à mon avis, chercher à les reconquérir. Alors maintenant, si on cherche à se projeter sur un plan stratégique euh, sur l'année 2024, c'est que les deux belligérants sont confrontés à ce blocage tactique du front terrestre dû à l'hypersurveillance du front. Hypersurveillance du front liée notamment à l'utilisation des drones. Alors, côté russe, sur le plan stratégique, le mode opératoire, la stratégie d'attrition des forces ukrainiennes, avec un effort sur les forces terrestres, ne risque pas de changer. Quel est l'objectif? C'est créer un affaiblissement tel des forces ukrainiennes, notamment terrestres, de manière à ce que, en certaines zones du front, les forces ukrainiennes ne soient plus en mesure de frapper et de contrer les concentrations des forces russes détectées. Pourquoi? Pour conquérir les oblasts annexés, peut-être aller au-delà, pardon, Odessa, Kharkov. Et la question, c'est est-ce qu'ils ont les réserves opératives capables de réaliser ces opérations, que ce soit les oblasts annexés
ou aller au-delà. Ensuite, concernant les forces ukrainiennes, on est très clairement passé dans une stratégie indirecte de pression sur la flotte de la mer Noire, sur la Crimée, sur la région de Belgorod et sur toutes les zones qui sont à portée en fait des frappes de la profondeur des Ukrainiens. Alors, que ce soit par des bombardements, que ce soit par des attentats ou par des assassinats. Alors, quand je parle des assassinats, ce sont des assassinats qui peuvent avoir lieu sur le territoire russe, sur le territoire considéré comme ukrainien et occupé par les forces russes, mais également à l'étranger, puisque n'oublions pas qu'il y a de nombre d'oligarques qui ont été assassinés ces derniers temps, pendant ces dernières années, depuis le début du conflit d'ailleurs, de manière très très étonnante, et qui ont été attribués par Isabelle Martichoux et son plateau aux forces, aux services secrets russes, mais en fait non, puisque le patron des services secrets ukrainiens a reconnu il y a quelques mois que c'était eux qui menaient ces actions clandestines de type attentat et qu'on pourrait qualifier également de terroristes. Alors les objectifs derrière, ça serait créer une insécurité zonale sur certains territoires et les centres à portée de gravité russe à portée, donc la Crimée, la flotte de la mer Noire, de manière à pouvoir négocier l'arrêt de cette menace contre un compromis territorial et géopolitique. La carte que peuvent vraiment jouer les Ukrainiens sur le plan stratégique en 2024, c'est justement cette stratégie de frappe dans la profondeur de manière indirecte, une stratégie indirecte, notamment sur la Crimée, sur la flotte de la mer Noire et sur des zones comme Belgorod, qui est un carrefour logistique important pour les forces russes. Alors, est-ce que par contre les Ukrainiens ont la capacité à tenir cette stratégie en 2024? Pour cela, il faut qu'ils aient les moyens, donc des moyens de frappe dans la profondeur qui sont essentiellement donnés par les Occidentaux, et qui sont capables ensuite de relancer une stratégie offensive en 2025. La grosse problématique des forces ukrainiennes actuellement, ce sont les effectifs. Et quels que soient les moyens qui sont fournis par les Occidentaux, quel que soit l'appui occidental, c'est une problématique qui va devenir de plus en plus prégnante et même fragilisante pour la stratégie ukrainienne. Alors maintenant, nous Alors, allons... je Ouais, voudrais faire deux petites observations. La première, concernant cette situation et les perspectives qu'elle offre. La première, c'est que la stratégie des Occidentaux, et je parle des Européens, est toujours aussi absurde. C'est-à-dire que plus tôt cette affaire se terminerait, plus tôt on rentrerait dans un système où la négociation reprendrait, les relations avec la Russie seraient retravaillées, on arrêterait de dépenser en pure perte un argent fou, euh, on arrêterait de se déshabiller sur le plan militaire pour une cause qui est objectivement absurde. On n'a aucun intérêt particulier à défendre en Ukraine, je dirais au contraire. On en a parlé tout à l'heure, la Russie n'a pas décidé d'envahir la France et de s'arrêter à Brest-Finistère. Enfin, tout ça m'apparaît curieux et on a une crise économique qui est la conséquence de notre stratégie euh, qui est celle de s'aligner exactement sur les États-Unis. Ça, j'espère, je ne sais pas, je me trompe, que un jour on va finir par prendre conscience de l'absurdité de l'impasse dans laquelle l'Europe s'est mise. Alors il y en a qui en ont pris conscience, hein. Je pense aux Hongrois, je pense aux Slovaques, mais faudrait que ça change. La deuxième observation, c'est qu'il y a eu un discours de Lavrov à l'ONU. Alors, bien évidemment, il y a toute une communication sur l'absence de victoire russe, ça c'est clair, parce que c'est difficile de dire que c'est une défaite. Si Trinquant le fait, hein. Il dit d'ailleurs toujours cette imbécilité. Il voulait tout envahir, il voulait quasiment prendre New York par un débarquement, et comme ils n'y sont pas arrivés, ils ont perdu. Non, tout ça, c'est ridicule. Mais Lavrov a fait un discours euh, qui est très intéressant. Et moi, j'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu, j'invite à aller regarder, à le lire à ceux qui peuvent, euh, un petit peu au mois de novembre-décembre 2021, lorsque les Russes ont envoyé leur mémorandum
qui était une forme d'ultimatum en disant, écoutez, voilà, il faut qu'on négocie et il faut qu'on débouche sur un document écrit de sécurité collective en Europe. Les Américains, on sait la réponse qu'ils lui ont fournie. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu à ça, au point que beaucoup d'observateurs ont dit, est-ce que ça n'est pas en train d'annoncer une offensive majeure au printemps, c'est-à-dire comme les Russes ont lancé l'invasion de l'Ukraine comme conséquence du refus des États-Unis de négocier, est-ce que là, on ne serait pas dans une situation un peu équivalente et qu'il y aurait cette possibilité d'une offensive d'importance au printemps? Moi, je suis toujours sur ma ligne, hein. Ceux qui nous suivent la connaissent. Moi, je pense que les Russes, entre guillemets, bien sûr, hein, font durer le plaisir, c'est pas un plaisir, mais que, et puis les conditions que tu qualifies de surveillance du front, qui sont décisives, plus les matériels, plus le rôle des drones, font que je n'y crois pas trop. Mais voilà, c'est sur la table, semble-t-il, dans les différentes discussions, sur les différents sites qui débattent de ces questions militaires, sur le fait qu'une offensive d'importance russe est prévisible au printemps, quoi, quand le terrain redeviendra dur, ce qu'il est actuellement d'ailleurs. Ouais, et surtout après les élections présidentielles. Oui, tu as raison. J'aurais dû en faire état. Voilà. Bon, en tous les cas, on verra bien, hein. La vraie question pour les Russes, c'est est-ce qu'ils ont les capacités à le faire? Et ensuite, quel sera l'état des forces ukrainiennes si jamais ça devait se produire? Pour l'instant, on peut considérer que même si les forces ukrainiennes sont très amenuisées sur le plan des effectifs et sur le plan des munitions et des matériels, la capacité à résister est quand même très très forte. Alors maintenant, on va aborder le sujet des informations. Bon, Elisabeth Martichoux, hier matin, de temps en temps, c'est comme je bosse chez moi, donc souvent j'écoute Elisabeth Martichoux, ça me donne à peu près le niveau de propagande qui est celui de LCI, puisque c'est elle qui va donner le là parfois pour tout le reste des émissions, parce que les sujets en fait sont commentés jusqu'à la fin, jusqu'à à l'apothéose finale avec Éric Brunet et son plateau. Donc on est un peu là-dessus pendant toute la journée. Et donc Elisabeth Martichoux, qui manque totalement de mesure en général, dès qu'on parle de la Russie, eh bien, elle s'est quand même signalée. Alors, je mets en exergue ce compte qui est un baron fou, qui est vraiment un très très bon compte à suivre, avec d'énormes informations et commentaires qui sont assez intéressants également, qui sont partagés par cette personne. Et donc là, il a mis en avant le fait que, alors je ne sais pas exactement ce qu'a dit Xavier Titelman, je ne vais pas reparler de ce qu'il a déclaré sur les différentes supputations qu'il peut y avoir derrière ce Ilyushin 76 qui a été abattu au-dessus de l'aéroport de Belgorod. En tous les cas, ce que j'ai retenu, et globalement ce qu'elle a dit, c'est que pour les Russes mentent toujours et les Ukrainiens disent toujours la vérité. Après 2 ans de guerre, dire des choses pareilles alors comme des journalistes, je pense que c'est quand même problématique. Dans la mesure où on est face à deux pays en guerre et ils vont mentir quand ça les arrange et dire la vérité quand ça les arrange. Et c'est tout. Et c'est tout. Et après, c'est à eux de faire ce travail de journaliste ou d'être prudent lorsqu'il y a des informations qui sont données, hein, de part et d'autre, hein, puisqu'il y a cette guerre de l'information qui nous touche également, hein, puisque je l'ai dit précédemment. Donc, encore une fois, c'est pas le temps de l'information, puisque sa rubrique du matin s'appelle le temps d'information, c'est plutôt le temps de la désinformation à chaque fois qu'on l'écoute, hein. Mais bon, heureusement, il y a un ex-ambassadeur à Moscou, là, j'ai oublié son nom, là, qui est très très pertinent, et lui qui intervient en général sur le plateau pour apaiser un petit peu tout le monde. Et puis, le jour où elle a abordé le sujet de justement de Yuchin 76 avec les 65 prisonniers ukrainiens qui auraient été tués dans le crash. Donc ça mérite bien sûr d'être confirmé. Il suffisait de voir le visage du général Trinquant sur la vidéo qui faisait. On a l'air de dire, bon, entre nous, c'est vraiment des supputations qui reposent sur rien, quoi. Voilà. Alors, Hervé, tu es indulgent
à la fois avec Martichoux et Titelman. Hein, je retrouve là ta dimension, effectivement, de compassion. Faut savoir cette séquence, allez la voir, les amis, allez voir la séquence. C'est-à-dire que Martichoux, dont on sait que depuis très longtemps, parce que quand on voit des vieilles vidéos, c'est déjà comme ça. Elle est totalement stupide. Je suis désolé. Bon, je dirais un mot de Titelman aussi. Et elle nous dit deux choses intéressantes. Hein. Les prisonniers ukrainiens dans l'avion étaient abattus, étaient déjà morts, c'est-à-dire que l'Ilyushin transportait des morts. Allez où? Pourquoi faire? Et donc, comme les invités, et je pense à Trinquant, qui est quand même celui qui dit que la Russie a perdu parce qu'elle n'a pas envahi l'ensemble de la planète, euh, donc effectivement, tu as raison, il fait la tête, là, il dit, mais attention, elle dit, mais attendez, c'est très sérieux, c'est Titelman qui l'a dit, et Titelman, il dit pas des bêtises. Bon, alors Titelman, qui est probablement un peu moins stupide que Elisabeth Martichoux, a parfaitement vu le danger, donc il a démenti. Il a dit non, non, non attendez, j'ai jamais dit ça, c'est pas ce que je dis. Alors il s'est lancé dans un raisonnement qui était d'ailleurs ce qui était la seule chose qu'il pouvait faire. Il dit, non, 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 j'ai dit que peut-être que c'est une opération qui sert de couverture au fait que les 10 prisonniers étaient morts parce que, alors là, il redevient Titelman, les Russes, c'est habituel, tuent tous les prisonniers. D'autres disent d'ailleurs de l'autre côté, à ce propos, et on est toujours dans la communication, d'autres disent les Ukrainiens ont fait ça, parce qu'il y a des éléments un peu bizarres. Au début, ils ont revendiqué, puis après, ils ont arrêté. Il y a ce que disent les services français, paraît-il, hein, et c'est l'AFP qui les répercute, et France TV aussi, qui a pris une position très favorable, surprenant de la part de France TV, très favorable à la thèse russe. Moi, je ne prends absolument pas parti. Et donc, les Russes disent, mais c'est normal et c'est compréhensible que les Ukrainiens aient tué leurs prisonniers, parce que comme ça, ça leur fait peur. Et ils vont pas se rendre parce qu'ils savent très bien que s'ils ont été faits prisonniers, que s'il y a des échanges ou quand ils reviendront, on leur fera la peau. C'est pas plus sérieux, hein, c'est pas plus sérieux que l'autre thèse. Voilà. Donc, en ce qui concerne Martichoux, alors la différence entre Martichoux et Titelman. Titelman, alors bien évidemment, il a été intronisé comme expert, etc. Il est si content, il est si heureux, il a ses suiveurs, mais c'est un militant. Il est engagé. Il est à Kiev, je crois, en ce moment. Et ça, j'ai un certain respect pour l'engagement. Dans ma vie, j'en ai fait pas mal. Hein. Donc, mais c'est un militant. Le présenter comme un grand expert, alors qu'on s'en serve un peu, je comprends aussi, mais c'est pas, comment dire, on le lui propose à Titelman. Hein, c'est un militant. Madame Martichoux, c'est dans les faits une militante qui se prétend journaliste. Et ça, c'est inadmissible. L'ARCOM devrait intervenir, l'ARCOM devrait faire des remarques sur ce sujet comme sur bien d'autres, et naturellement, l'ARCOM ne bouge pas, ce qui aboutit effectivement à un effondrement de la réputation des journalistes français, qui sont dans toutes les études internationales classés comme ceux qui inspirent le moins confiance à l'opinion publique. Voilà. Donc en tout cas, comme je l'ai dit, je conseille de voir cette petite scène parce qu'elle est assez cocasse sur un sujet dramatique. Alors maintenant, notre cher ex-président, Oh mon Dieu. depuis qu'il s'est séparé de Julie Gaillet, c'est ça, Julie Gaillet, hein, Il je est trouve que séparé de Julie Gaillet? oui, 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 tu vois, Ah ben on me dit rien. je suis moi tous ces événements. C'est dans Gala, je suis abonné à Gala. Ah ben t'as Et, raison. donc voilà, donc c'est sa dernière sortie. Encore quelqu'un qui a du mal à chercher, qui a du mal à exister. Il est un petit peu comme Valls, tu vois, ce sont des dinosaures d'une autre époque. Hein, voilà, donc bon. Dinosaure, c'est presque un compliment. Moi, je dirais plutôt Ah, limace. Sur le ouais, plan, sur le plan politique, bah, ça a été une catastrophe. Il a été vomi par le pays. Expression d'Emmanuel Todd. Et donc,
il vient maintenant et il dit des énormités, c'est-à-dire que, enfin, je rappelle quand même ce qu'a été son mandat, y compris au plan international. Il avait fallu que Obama le tienne par le bras parce qu'à la suite d'un faux drapeau en Syrie, il s'apprêtait à emmener la France en guerre contre la Syrie. Ben voyons. Et là, il vient nous dire, mais c'est pas la première fois, il vient nous dire, Joe Biden, c'est un grand président. Hein, c'est le meilleur président depuis Roosevelt. Alors, je veux bien qu'on considère que Joe Biden, sa politique est bonne. Ça peut être l'opinion. Encore que s'agissant d'un socialiste, je trouve ça un petit peu curieux. Il est plus atlantiste et plus néoconservateur que les Américains. Et, euh, et surtout, je veux dire, il suffit de regarder les vidéos, il suffit de regarder comment ça fonctionne. C'est problématique. Ce type est à moitié sénile, pas complètement, parce que quelquefois il y a des petits moments de lucidité, mais en ce moment, comme il est en campagne électorale pour la présidence, bah, il est plus souvent dans des meetings ou à faire des interventions, mais c'est dramatique. C'est dramatique. Allez sur Telegram, vous pouvez voir les vidéos où il bafouille, on ne sait pas ce qu'il raconte. Il arrive même plus à lire les prompteurs, quoi. Donc et voilà, il vient nous dire c'est un grand président, le meilleur depuis Roosevelt. C'est tragique quelque part qu'on ait élu ce gars-là à la présidence de la République. Alors c'est moins lui qui a été élu que Sarkozy qui a été battu. Enfin voilà. Oui, Bon, et en tout cas, il nous a fourgué Macron. Merci François Hollande. c'est exactement ça, c'est Sarkozy qui a été battu. Alors maintenant, on continue dans le narratif, là, donc là, il y a un binôme infernal, hein, c'est Alors, je vais Isabelle interrompre Hervé. Lasserre. Ouais, Hervé, il est vas-y. méchant. Hervé, il est méchant, hein, parce que dans son PDF, quand il le fait, il se dit, tiens, il y a Castelnau qui va encore réagir, je vais lui montrer les gens qu'il apprécie. Et je vais faire des compliments sur ceux que tu nous présentes, tu vas voir. Oui, ben, le binôme infernal, c'est dans l'air, je pense que c'est dans l'air, est en train de concurrencer LCI en termes de propagande. Dommage, puisque c'était une émission qui était plutôt intéressante à regarder il y a des années. Donc là, c'est lié également aux intervenants, hein. Donc là, Isabelle Lasserre, qui est connue pour la pondération de ses positions, et bien sûr, l'ex-lieutenant-colonel Guillaume Ancel, qui est connu aussi pour certaines prises de position qui sont proprement délirantes, hein. Il suffit de lire son blog et ses articles au moment de l'offensive ukrainienne de cet été. Donc, bon, tout est à l'avenant, hein. Donc là, il n'y a qu'un mot, c'est tous aux abris, hein. Vérifiez bien vos caves et si elles sont en mesure de supporter des frappes de missiles russes ou des frappes atomiques, parce qu'on n'est pas loin de la guerre là. C'est un peu le même narratif, comme je l'ai dit précédemment, de la période du Covid, hein. Donc on cherche à Mais faire peur. alors, Hervé, explique-moi pourquoi. Alors, Isabelle Lasserre, bon, allez, non, on va pas en dire de mal, parce que c'est trop facile. Lui, Ansel, il est délirant quand il parle de la guerre en Ukraine. Comme Yakovlev, mais Yakovlev, il y a une forme de cynisme un peu déplaisant, quoi. On voit bien, je me fous de votre gueule, mais je vais continuer. Lui, il est sincère. Et Yakovlev, lui, et puis n'oublions pas notre ami Quatremer, concernant le Moyen-Orient, ils ont une position très anti-israélienne, par conséquent très anti-occidentale, puisque l'Occident soutient Israël. Je ne comprends pas très bien. Je Ben, en comprends fait, pas très bien. moi, je pense qu'il y a un point de convergence entre les deux, c'est l'humanisme. L'humanisme et lorsque, alors je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, hein, mais Guillaume Ancel, il s'est signalé lorsqu'il a critiqué l'engagement français au Rwanda, considérant qu'on n'avait pas fait ce qui devait être fait pour arrêter les massacres. Donc c'est un parti pris humaniste. Lorsque on regarde sa prise de position sur le conflit en Ukraine, au-delà du fait qu'il s'insurge contre le fait que le droit international ne soit pas respecté, mais bon, il y a d'autres endroits où il n'a pas été respecté non plus, c'est un point de vue humaniste. Et lorsqu'on est sur le conflit à Gaza, on est également sur un point de vue humaniste. Isabelle Lasserre, que j'ai plutôt du mal à analyser, on regarde simplement son parcours, hein. Donc c'est une journaliste qui a toujours été orientée vers l'international. Elle a toujours un avis qui est, entre guillemets, ce qu'on appelle les avis atlantistes, en fait, hein. Donc voilà. Et ils se rejoignent Alors, là-dessus. c'est bon, écoutez,
Hervé fait preuve d'une grande, j'allais dire, commisération. Il met le terme humanisme sur les prises de position d'Ancel, ou disant c'est peut-être le déterminant. Ça, je suis pas sûr, je ne sais pas. Et je pense que le problème Ancel-Yakovlev est différent. Est différent. Je pense que Yakovlev est un pervers polymorphe, quelqu'un d'intelligent et qui sait très bien qu'il raconte n'importe quoi, mais il y a une espèce de jouissance à raconter ce qu'il raconte. Je pense qu'il y a... et donc les mensonges, le fait qu'il ait appelé son compte Twitter la punchline de Yakovlev montre bien qu'il adore ça. Il adore ça provoquer, il adore ça. Et je sais très bien que la provocation est une drogue dure. Hein. Moi, mon premier livre que j'ai écrit en 1980, ça ne nous rajeunit pas, s'appelait La provocation, et je suis assez bien placé pour savoir que c'est une drogue dure. Yakovlev, c'est ça. Non, Ansel, il veut convaincre. Ansel, il veut convaincre, je crois. Bon, c'est comme ça. Oui. Bon, en tous les cas, bon, maintenant il est devenu le consultant attitré sur la chaîne parlementaire de mémoire, Public Sénat et puis C'est dans l'air. Alors maintenant, il y a quand même des choses intéressantes hein, sur LCI, puisqu'il y a une correspondante qui constate que les villes d'Ukraine sont vides maintenant. Les gens n'osent plus sortir dans la rue, notamment les personnes qui sont mobilisables. Alors, on le retrouve même dans les petits villages. Les gens ne vont plus au club de sport, les gens ne vont plus même dans les... Il y avait des centres de préparation militaire auxquels les gens s'étaient inscrits de manière patriotique au début de l'invasion russe, hein, qui sont désertés, hein, puisque les gens n'osent plus y aller, puisqu'ils se disent, mince, si on va là-bas et qu'on se fait attraper, on va aller sur le front. Donc il y a cette problématique vraiment des effectifs des forces ukrainiennes, ça va être oui, c'est ce qui va créer cette fragilité et peut-être une bascule courant 2024 des opérations militaires. Alors maintenant, j'ai regardé le bulletin numéro 3 de veille stratégique de Sylvain Ferrat. Bon, je conseille à tout le monde de le regarder, il est très intéressant, c'est une bonne synthèse, avec notamment une analyse à la fin de la problématique des États-Unis, avec ce positionnement du Texas cette semaine qui va à l'encontre des directives du pouvoir fédéral. Alors historiquement, il faut savoir que le Texas, c'est une république autonome qui s'est rattachée de son plein gré aux États-Unis. Donc c'est un État qui est très très particulier aux États-Unis. À l'origine, c'était un État d'ailleurs mexicain, le Texas, hein, et puisque se rappelez tous de l'épisode de Fort Alamo et du film éponyme qui a eu un grand succès dans les années 60, que je conseille d'ailleurs à tout le monde de regarder. Voilà, donc un bulletin que je vous conseille de regarder qui est synthétique et qui est très intéressant. Et puis surtout, Attends, un petit mot sur les États-Unis pour vous confirmer. Allez voir. Alors, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a la question de la gestion de la frontière sud et le Texas a décidé de la prendre en charge, a mis des barbelés. L'État fédéral a dit non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire, a envoyé les troupes fédérales de la frontière. Abbott, le gouverneur, a dit rien à faire. Vous n'êtes pas autorisé à venir, c'est nous qui continuons à contrôler cette frontière. Recours devant la Cour suprême des États-Unis, pas la Cour suprême du Texas, Cour suprême des États-Unis, décision en défaveur du Texas et de son gouverneur Abbott, et celui-ci a dit je m'assois sur cette décision de la Cour suprême, excusez du peu, et qui pourtant a une composition assez proche des républicains. Et à la suite de ça, il y a 26 États américains qui ont déclaré qu'ils soutenaient totalement la position du Texas. Sur le plan politique, c'est très grave. C'est très grave. Alors bon, peut-être que je suis psychologiquement marqué par la série extraordinaire de Arte des 7 documentaires sur la guerre de sécession américaine qu'il continue à appeler la guerre civile alors que c'est bien une guerre de sécession. C'est intéressant cette histoire de la qualification et du mot utilisé. Non, les États-Unis traversent une crise, celle-là et d'autres, particulièrement difficile. J'ajoute également que Donald Trump
le cocktail Molotov politique, ainsi que Moore l'appelait, a gagné le New Hampshire, après avoir gagné le Dakota, je crois, et il a été condamné par un tribunal new-yorkais dont chacun sait très bien qu'ils sont complètement sous la coupe des démocrates qui dirigent l'État de New York et la ville de New York. Et donc, il avait été condamné, je crois, à 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir diffamé une personne. Et alors, à la suite de ce jugement, il a dit, bon, ben, au moins, le tribunal n'a pas dit que je l'avais violé. Hop, elle a immédiatement réintroduit une procédure. Il a été condamné à 83 millions de dollars pour une nouvelle diffamation. C'est-à-dire, là, on est dans le délire, quoi. On est dans le délire. Je ne suis pas spécialement partisan de Trump, mais je trouve que ce pays, y compris dans la dégradation du fonctionnement de ces institutions judiciaires, est en train de filer vers le mur, comme nous l'explique également Emmanuel Todd, dont on aura pas mal parlé pendant cette émission. Et puis le comble, ça serait qu'après, que les néo-conservateurs aient voulu démembrer la Russie, c'est que les États-Unis commencent à se démembrer Oui, oui. avec un Texit, un départ prématuré du Texas. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors maintenant, pour terminer, vraiment une vidéo vraiment que je vous conseille à tout le monde de regarder sur la chaîne d'Alain Juillet. C'est Alexandre Delval qui est interviewé à l'occasion de la sortie de son livre Mondialisation dangereuse vers un échec global. C'est vraiment une vidéo qui est très très éclairante, qui est pertinente et puis avec des propos qui sont brillants. J'avoue honnêtement que aussi bien les questions d'Alain Juillet, qui est vraiment un vieux sage, qui arrive à synthétiser énormément de choses, et puis les réponses expertes et universitaires d'Alexandre Delval sont vraiment passionnantes à écouter. Voilà, voilà, j'en ai terminé. Je vais arrêter le partage, et puis je vais te laisser conclure. Voilà, ben, on a été assez long aujourd'hui, mais il y avait Ah plein de oui, choses à dire, hein, et c'est toujours intéressant d'essayer de décoder. Je reviens souvent sur ce que je disais au départ, et quand je vois les vidéos du début, c'était du bricolage avec des webcams. Ça a un peu évolué, c'est de meilleure qualité aujourd'hui. On a Hervé qui nous a rejoint, mais c'est plus de la réinformation pour résister à la propagande de l'époque, c'est aujourd'hui carrément de l'information, en donnant des éléments encore plus importants. Et je vais terminer avec notre cher Emmanuel Todd, qu'on a beaucoup cité aujourd'hui, c'est que oui, un des problèmes de l'Occident aujourd'hui, et il le dit, il appelle ça nihilisme, il a tout un raisonnement qu'il y amène, il dit c'est la difficulté aussi, c'est pas que ça, c'est la difficulté à appréhender le réel tel qu'il est, hein, à plutôt se réfugier dans des discours, dans des récits, dans des narratifs qui ne sont pas conformes à cette réalité. Alors, en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des engagements, qu'on n'a pas des sympathies, qu'on n'a pas des prises de parti, c'est tout à fait possible, mais il faut essayer d'appréhender le réel, et c'est l'effort qu'on fait de vous le présenter de façon différente de ce qu'on entend dans le système médiatique. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre attention et puis à très très bientôt. au revoir.